Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Quelle stratégie face au Front National? Nicolas Sarkozy s'accroche au ni retrait ni fusion. Mais l'ancien chef de l'État admet qu'il faudra revoir la ligne idéologique des Républicains après le second tour. Analyse et débat dans cette édition. À gauche, Manuel Valls appelle clairement à voter pour les candidats de droite dans 2 régions. Alors que le cas du sénateur Jean-Pierre Masré fait toujours débat. Il refuse de se retirer malgré les pressions de Solferino, notamment sur ses colistiers. On en parle dans un instant. Les sénateurs s'apprêtent à se prononcer sur le projet de loi de finances. Ils ont largement modifié ce texte qui fixe les grandes orientations budgétaires de la France pour 2016. Explication à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi dans notre multiplex, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek, et puis Marie Brémaud en direct du Grand Palais à Paris à l'occasion de la COP21. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on prend tout de suite la direction de l'hémicycle du Sénat où nous attend Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, le vote est imminent sur le budget. Où en est-on, Saveria? Oui Delphine, il reste quelques noms de sénateurs appelés à voter à la tribune avant de connaître enfin l'issue de ce scrutin. Et ce sera ensuite à Gérard Larcher, le président du Sénat, d'annoncer l'issue de ce vote après que les huissiers aient examiné ce scrutin. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a d'ailleurs salué l'implication de tous les sénateurs tout au long de ces 3 semaines de débat. Il a rappelé que 235 sénateurs se sont exprimés pendant ces débats. Et je vous rappelle donc qu'on attend d'une minute à l'autre l'issue de ce scrutin sur le projet de loi de finances 2016. Merci beaucoup Saveria et vous pourrez vivre en direct le vote des sénateurs dans cette édition. Tous d'une même voix derrière Nicolas Sarkozy. Hier, les ténors des Républicains se sont rangés à l'unanimité derrière l'ancien président. Il a réaffirmé avec force sa stratégie du nini, mais les divergences sont palpables et le débat d'après second tour s'annonce houleux. Alors comment a réagi le groupe LR du Sénat? La réponse avec Louis Sibyl. Réunion de groupe ce matin au Sénat, mais pas encore réunion de crise. Les sarkozystes sont même confiants. Le Black Sunday ne sera plus le même dimanche prochain, ça sera un Blue Sunday, c'est-à-dire qu'à mon avis on aura pas mal d'élus et de régions conquises. On en avait une sur 22. Je pense qu'on en aura 6 ou 7 sur 13. Ça fait quand même un changement, il faut aussi faire de l'arithmétique. Un pronostic optimiste. La droite pourrait ne remporter que 4 régions et certains commencent déjà à faire un premier bilan critique. Beaucoup d'électeurs ne voient pas encore dans notre formation politique la force d'alternance unie, combative, sûre de ses convictions, ferme dans son projet. Il y a un vrai besoin de réflexion quand on s'aperçoit que dans mon département, le Front National fait pratiquement au milieu rural le double des voix des Républicains. Moi, ça m'interpelle. J'ai perdu dans mon département la moitié de mes électeurs. Aujourd'hui, cette ouverture au centre et cette ligne un peu tiède, à mon sens, n'a pas été le ticket gagnant. En filigrane, une critique des choix du président du parti, Nicolas Sarkozy. Un mélange de genres qui exaspère l'ancien président du groupe. Nous ne sommes pas dans la campagne des primaires, nous sommes en pleine élection. Alors que certains qui veulent se présenter aux primaires cherchent à tout moment de se différencier par rapport aux autres. Ça nous agace profondément. Si l'unité est prônée jusqu'à la fin des élections, le match des primaires pourrait bien commencer dès dimanche soir. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël. Avec Delphine. vous, on va analyser justement les stratégies d'entre-deux tours. Mais tout de suite, je vous propose de retourner à la salle des conférences au Sénat. Tam Tranui nous attend avec le sénateur Les Républicains de Maine-et-Loire, Christophe Béchu. C'est à vous, Tam. Oui, Christophe Béchu, est-ce que vous tenez Nicolas Sarkozy responsable de l'échec du premier tour des régionales pour les Républicains? On sait qu'il y a des voix qui s'élèvent en interne dans votre parti, et puis même ouvertement, Hervé Mariton par exemple hier. Chacun sait que je soutiendrai l'année prochaine pour la primaire la candidature d'Alain Juppé. Pour autant, on est dans l'entre-deux tours d'une élection. Le bilan de cette élection, il viendra à partir de dimanche soir, quand l'élection sera terminée, quand le deuxième tour aura eu lieu. Unité de façade pour l'instant alors? Pas unité de façade. D'abord, respect par rapport à ceux qui sont engagés dans des campagnes. Vous avez des milliers de candidats de nos familles politiques qui sont en ce moment même en train de faire campagne. Si
L'exemple qu'on donne, c'est celui de se taper dessus au moment où eux sont en train de convaincre les électeurs de la nécessité d'une alternance pour condamner dans les régions l'échec d'une gauche de gouvernement qui depuis 3 ans et demi a augmenté le chômage, a augmenté les impôts et a laissé filer l'insécurité. Ça n'est ni digne ni responsable. Nicolas Sarkozy reste un leader crédible pour l'opposition alors? Encore une fois, cette question, elle ne pourra pas être éludée, mais elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui. On attend le deuxième tour de cette élection et il sera largement temps, à partir de la semaine prochaine, de se projeter dans l'après, de tirer les conséquences de ce scrutin et de regarder ce que peuvent être les responsabilités individuelles ou collectives. Justement, après le deuxième tour, il se tiendra un débat idéologique. Nicolas Sarkozy l'a accepté ce matin lors de la réunion de groupe du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et quels problèmes doivent être abordés selon vous? D'abord, il est indispensable, après une élection, surtout compte tenu de ce qu'ont été les photographies du premier tour et de ce que pourraient être les résultats des seconds tours dans un certain nombre de territoires, qu'on tire des leçons. C'est la base, c'est le b.a.-ba de la politique. Donc que dans une famille politique, vous fassiez le bilan de ce qui s'est passé, je pense que ce sera le cas dans toutes les familles. Il faudra que ce soit le cas au sein des Républicains. Alors quels sont les problèmes que vous voyez déjà? Il y a évidemment un certain nombre de difficultés. Le premier problème, c'est la décrédibilisation de toute la classe politique avec un taux d'abstention très élevé. Le second, c'est de s'apercevoir qu'il y a aujourd'hui une tentation dans les extrêmes qui n'est plus seulement dans les discours, mais qui très clairement est dans les urnes, avec des performances pour le Front National historiques dans un certain nombre de territoires. Le troisième, c'est la question de l'incarnation de l'opposition et du fait de savoir si, au-delà des idées, nous avons les leaders qui peuvent donner envie aux gens de revenir dans les urnes. Et puis enfin, il y a effectivement la question du projet, du programme politique. On a perdu la dernière élection présidentielle, ça fait près de 3 ans et demi. On ne peut pas dire que ces 3 ans et demi aient été extraordinairement utiles pour rebâtir un programme d'alternance crédible. Vous êtes un soutien, vous l'avez dit, d'Alain Juppé. Alain Juppé qui a soutenu hier la ligne du ni retrait, ni fusion. Même dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, vous trouvez que là aussi, cette ligne peut tenir? Cette ligne doit tenir pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que... C'est normal que Dominique Régnier se maintienne, même si ça peut être favorable au Front National? À vrai dire, je pense exactement le contraire. Je pense qu'un retrait du candidat de l'Union de la droite et du centre pourrait amener un certain nombre de reports vers le candidat du Front National. Vous pensez que les voix de la droite certaines iraient naturellement vers le FN? On sait très bien qu'aujourd'hui, le Front National, c'est l'agrégat des voix de la gauche et de la droite. Je pense que le retrait des listes socialistes dans le Nord et dans le Sud vont aussi amener un certain nombre d'électeurs qui ne pourront pas voter au deuxième tour pour le candidat qu'ils ont choisi au premier tour à reporter leur voix vers les candidats du Front National. Je ne le souhaite pas, je le constate et je le déplore. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai risque dans cette stratégie qui consisterait, ou dans cette façon de voir la politique qui consisterait à se retirer. C'est celui de laisser penser qu'il n'y a qu'une opposition dans ce pays, et que cette opposition, c'est le Front National. Or, il y a besoin d'une opposition républicaine qui puisse dénoncer la manière dont un gouvernement est en grande partie responsable de l'explosion du Front National par son action ou par son inaction. Merci beaucoup Christophe Béchu d'avoir répondu à nos questions. Je vous retrouve tout à l'heure pour de nouvelles réactions. Merci beaucoup Tam. Alors Mickaël, on vient de le voir au groupe Les Républicains du Sénat. Eh bien, pour l'instant, on se range derrière la stratégie confirmée, réaffirmée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Mais le débat qui s'annonce, notamment au soir du second tour, s'annonce sous le. Pour l'instant, on serre les dents. On attend et on présentera la note un petit peu plus tard. C'est normal que l'on attende. On est dans l'entre-deux tours. Et puis, c'est un échec pour ce premier tour. Rien ne dit que dimanche soir prochain, ce ne sera pas un succès, ou en tout cas un demi-succès, ou peut-être un demi-échec pour Nicolas Sarkozy. C'est vrai que c'est une semaine très importante pour Nicolas Sarkozy, en vue de plus tard, en vue des primaires, parce qu'on a bien entendu aussi que l'enjeu, et on entendait M. Gaudin tout à l'heure parler de l'enjeu des primaires, c'est bien celui-ci. C'est l'avenir des Républicains, mais c'est aussi l'avenir de chacun, d'Alain Juppé, de François Fillon, de Nicolas Sarkozy. Alors, la vraie question aussi, c'est la ligne politique. Quelle ligne politique pour plus tard ? La ligne politique actuelle, on entendait une sénatrice tout à l'heure qui parlait de ligne tiède. Ça veut dire quoi, ligne tiède? C'est-à-dire l'accord avec les centristes? Ça serait quoi, une ligne dure? La ligne dure, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy hier soir dans un journal de 20h, c'est l'identité nationale. J'ai été le premier à en parler. Les racines chrétiennes, j'ai été le premier à en parler. Et encore plus loin, le discours de Grenoble. Vous savez, c'est le retournement de la ligne en 2010, de la ligne sécuritaire. J'ai été aussi le premier à en parler. Bref, il a été bien plus loin que le Front National sur certains points, Nicolas Sarkozy. Il dit, la ligne dure, c'est moi. L'extrême droite, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai proposé depuis que j'ai été élu président de la République dès 2007. Ça, c'est la ligne dure. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. C'est vrai qu'il va y avoir de sacrés débats en perspective. Et puis, juste un petit exemple très court.
quand on dit qu'on va présenter la note à Nicolas Sarkozy, ça commence. On ne veut pas trop de Nicolas Sarkozy en ce moment, ne serait-ce que dans des meetings. Celui de Valérie Pécresse qui a lieu demain à Issy-les-Moulineaux. Il semble que, visiblement, cette semaine, Nicolas Sarkozy n'est pas celui qu'on aimerait voir sur les plateaux. Ouais. Ça veut dire, Mickaël, finalement, que la ligne entre ce qu'on appelait la ligne Buisson et la ligne Guénaud, finalement, n'est pas encore tranchée? Non, ça n'a jamais été vraiment tranché. L'inventaire n'a jamais été tranché, ce droit d'inventaire. On va poursuivre dans un instant cette analyse puisqu'on va retourner dans l'hémicycle pour écouter la proclamation du vote sur le projet de loi de finances pour 2016. 339 pour l'adoption 182 contre 157. Le Sénat a adopté le projet de loi de finances pour 2016. Merci à Madame la Présidente, au rapporteur général à nouveau et au ministre. Merci à vous. Mes chers collègues, je vais suspendre quelques instants. Je vous rappelle que nous reprendrons sur l'ordre du jour sur l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer des textes sur les dispositions qui restent en discussion de la proposition de loi qui porte dématérialisation du journal officiel de la République française, un texte qui avait fait l'objet de la nouvelle procédure d'examen en commission. Je le rappelle. Voilà, vous venez de l'entendre, les sénateurs ont donc adopté le projet de loi de finances pour 2016. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek, toujours en direct de l'hémicycle du Sénat. Saveria, pour faire un petit point sur ce vote, si vous m'entendez, c'est à vous. Oui, je vous entends Delphine, on vient donc de le vivre en direct sur notre antenne. Je vous rappelle le résultat de ce scrutin pour le projet de loi de finances pour 2016. 182 voix pour, 157 contre. Le Sénat a donc adopté le budget 2007. Alors avant ce scrutin, nous avons pu entendre 2 heures d'explication de vote sur l'ensemble du texte. Un texte roboratif qui a mobilisé le Sénat pendant 3 semaines. À la tribune, Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du texte, a défendu le travail de la commission, bien sûr, mais il s'est surtout livré à un véritable plaidoyer en faveur des réformes pour que la croissance redémarre vraiment, pour diminuer les déficits, pour diminuer l'endettement. La France doit accélérer les réformes, a déclaré le sénateur. Voilà donc Delphine, je vous rappelle, le Sénat vient d'adopter par 182 voix pour, 157 contre, le projet de loi de finances pour 2016. Merci beaucoup Saveria. On poursuit le débat et l'analyse de cet entre-deux-tours des élections régionales, toujours avec vous Mickaël Zamès. On le disait un instant, finalement, donc cette ligne Buisson et cette ligne Guénaud, finalement le débat n'est toujours pas tranché chez les Républicains. Oui, il n'a jamais été vraiment tranché, c'est ce fameux droit d'inventaire qui avait été réclamé après la défaite de 2012, notamment par Bruno Le Maire, mais qui n'a jamais été tranché. La ligne politique des Républicains, elle est pas très clair. C'est vrai que c'est une espèce de grand rassemblement avec les centristes. Alors les centristes ont essayé de peser pour réfléchir un petit peu la ligne dure. Nicolas Sarkozy est revenu pour dire, regardez, avant moi c'était la chienlit, maintenant depuis que je suis revenu, j'ai remis de l'ordre à l'intérieur du parti. Et la ligne, on la verra un petit peu plus tard. Quelle ligne sera, en tout cas pour l'après, ça pourrait être un signe, c'était celle de l'entre-deux-tours de l'élection en 2012. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait une ligne très dure de Nicolas Sarkozy avec un discours qui avait lieu sur la place du Trocadéro à Paris, avec une ligne très dure, très à droite. Si Nicolas Sarkozy obtient quelques victoires dimanche soir prochain, qu'il a une sorte de légitimité, en tout cas pour infléchir sur la ligne politique, ça sera celle-là. Ouais. Alors, au groupe PS, au Sénat, est bien déstabilisé par l'ampleur du Front National. Les sénateurs sont-ils en accord avec le retrait des listes et l'appel de Manuel Valls à voter pour les candidats de droite dans 2 régions? Le cas de Jean-Pierre Masré a bien entendu dominé les débats ce matin. Reportage de Nathalie Guilloire. Il est absent aujourd'hui des couloirs du Sénat et pourtant Jean-Pierre Masré est au cœur de toutes les discussions ce matin. Cette sénatrice, une de ses colistières, a reçu un appel de Solferino aujourd'hui, mais rien ne la fera changer d'avis. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce que c'est vrai qu'il est droit, il représente la gauche, le Parti socialiste. Il est vraiment droit dès le départ. Il l'a dit, je ne céderai pas au chantage et c'est ce que moi j'apprécie vraiment en lui. Mais le cas Masré fait polémique. Certains n'hésitent pas à déclarer leur soutien au candidat Les Républicains, Philippe Richert. Le succès de Philippe Richert avec le maintien de Jean-Pierre Masré est extrêmement difficile. Le seul qui puisse faire barrage au Front National, c'est Philippe Richert. Autre préoccupation ce matin, mais cette fois-ci du côté des sénateurs du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le retrait de Pierre de Saint-Ignon. Une question qui visiblement embarrasse
Tous soutiennent le retrait de Pierre de Saint-Ignon et appellent ouvertement à voter pour Xavier Bertrand. Je pense que face au danger que représente Marine Le Pen dans cette nouvelle grande région de 6 millions d'habitants, la consigne de Manuel Valls me semble sage. Et j'appelle à voter Xavier Bertrand. Il faut reconnaître que nous avons un certain nombre de camarades qui ont du mal à voter Xavier Bertrand, mais Marine Le Pen et Xavier Bertrand, ce n'est pas la même chose. Avec Xavier Bertrand, nous sommes dans les valeurs de la République, nous ne sommes pas avec Madame Le Pen. Leur soutien est sans appel, car ils le savent, le résultat du second tour pour ces régionales sera serré entre les Républicains et le Front National. Mickaël, cet appel du Premier ministre hier, Manuel Valls a appelé à voter à droite. Ça risque de laisser des traces, hein, ça, à la fois chez les élus socialistes, mais aussi chez les militants. Chez les élus, c'est une chose, mais on respecte les consignes de vote. Par contre, chez les militants, c'est tout autre. Les militants, allez leur dire aujourd'hui qu'il faut voter pour Xavier Bertrand ou Christian Estrosi, c'est très très dur. Et d'ailleurs, on nous annonce, on nous dit chez les militants qu'il y aura beaucoup de bulletins blancs ou carrément qu'on ne se déplacera pas, ce qui va être encore plus difficile pour ces deux candidats de gagner, que ce soit dans la région Nord ou dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a un appel aujourd'hui de Manuel Valls pour se mobiliser, pour aller évidemment nombreux vers les électeurs, pour aller aux urnes dimanche prochain. Je ne suis pas sûr qu'il soit suivi, ne serait-ce que par les militants de ces deux régions. Ouais. Merci Mickaël. On poursuit notre multiplex avec Marie Brémaud qui nous attend en direct du Grand Palais à l'occasion de la COP 21. Et vous êtes avec le président du MEDEF, Pierre Gattaz. C'est à vous Marie. Oui Delphine, je suis avec Pierre Gattaz qui vient de visiter plusieurs stands d'entreprises qui proposent leurs solutions COP21. Alors Pierre Gattaz, est-ce qu'en France on a suffisamment saisi l'opportunité économique que peut être la transition énergétique ? Oui, je crois qu'on a commencé depuis pas mal d'années d'ailleurs, depuis 10 à 20 ans, les industriels, les entreprises de services aussi se sont mis, je dirais, à réfléchir à la planète. Et je crois que c'est très vertueux. Les entreprises françaises, les entrepreneurs français ne veulent pas laisser une planète en désordre, en friche, polluée aux enfants, à nos enfants. Donc je crois qu'à travers le MEDEF, nous poussons à une responsabilisation qui est existante, qui existe déjà en France. On a pas mal d'avance. C'est une filière d'excellence, multifilière, puisque vous avez le transport, vous avez le bâtiment, vous avez la chimie, vous avez tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est efficacité énergétique passive et active. Donc tout ça, ce sont des filières formidables françaises. Nous sommes forts dans le monde, nous avons de l'innovation et nous sommes connus pour notre créativité et notre innovation. Et pourtant, il y a certaines filières, comme la filière photovoltaïque ces dernières années, qui ont connu des déconvenues en France. Oui, mais alors, si vous voulez, il n'y a pas qu'en France. C'est une filière, en effet, qui a été poussée un peu trop artificiellement, comme vous le savez. Je crois que c'est pas mal lorsqu'on veut lancer des filières technologiques. Mais en effet, ensuite, la Chine s'y est mise avec des prix extrêmement faibles. Donc tout ça, en effet, a été monté de façon très artificielle. Il y a un besoin durable. Il faut surmonter, les technologies sont là, la recherche est là, et je crois qu'on n'a pas dit notre dernier mot, y compris sur les cellules photovoltaïques. Vous savez, il faut avoir confiance dans l'avenir, confiance dans la science et la technologie. Et je pense que la France n'a jamais dit son dernier mot. Il y a encore des améliorations à trouver au niveau des financements. Il y a encore des start-up innovantes que l'on peut rencontrer ici ou ailleurs qui nous disent on a du mal encore à être financés, à ce qu'on nous aide tout bêtement. Oui, je crois que si vous voulez, il faut faire comprendre conscience à nos concitoyens, mais aux partis politiques. D'abord, c'est l'entreprise, il faut le mettre en haut de la liste de nos priorités. L'entreprise a toutes les solutions, presque toutes les solutions, à l'innovation, au climat, au numérique, à l'emploi, au métier, à l'intégration des jeunes et des moins jeunes, c'est ça. Deuxièmement, pour faire fonctionner une entreprise, il faut des hommes et des femmes, motivation, management. Troisièmement, il faut du capital. Le capital, ça ne doit pas être un gros mot en France. Le capital, c'est l'épargne des Français qui doit être routée vers les entreprises. C'est une fiscalité qui doit être plus propice. C'est quand on investit dans une entreprise, on prend un risque. Donc le capital doit être rémunéré correctement. Aujourd'hui, il y a un énorme problème de fiscalité en France sur le capital. Les plus-values sont encore taxées de façon importante, avec des moyens, des dispositifs très compliqués. Et puis les dividendes, de nouveau, c'est 60 ou 70% de fiscalité dessus. Là, dans le reste de l'Europe, c'est 20 à 25%. Moi, ce que je dis, c'est que l'argent ne manque pas. Il faut juste que si on veut développer des filières et à travers des entreprises, il faut faire une fiscalité intelligente, motivante sur le capital. Voilà. Pierre Gattaz, on a envie de vous entendre 2 jours après le premier tour des élections régionales. Vous étiez engagé durant cette campagne pour dénoncer le
programme du FN. Quelle est votre analyse après ce scrutin qui a vu le FN progresser? Non, je me suis exprimé sur le programme économique du Front National. Oui, je l'ai dénoncé bien sûr parce que c'est irresponsable et irréaliste. Qu'est-ce que je dis? Que lorsqu'on propose de retraite à 60 ans, pourquoi pas 55 ans d'ailleurs, lorsqu'on dit on va augmenter tous les salaires, bravo, mais allons-y. Lorsqu'on dit on va augmenter le SMIC, mais pourquoi pas? Durée du travail, on peut la diminuer à 32 heures, allons-y. Mais la seule question, c'est qui paye? Qui paye? Ça fait des années qu'il faut avoir des programmes économiques cohérents. Et la cohérence, c'est que toutes ces bonnes idées très démagogiques, ce sera des taxes, des impôts, des charges supplémentaires sur le dos des entreprises. Parce que celles qui payent à la fin, ce sont les entreprises. Donc moi, ce que je demande à tous les partis, et notamment au Front National, c'est qu'ils arrêtent de baratiner aux Français sur le plan économique. Le plan économique, c'est la retraite. Dans tous les pays du monde sont en train de reculer l'âge de la retraite. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les collectivités ne peuvent plus financer des retraités. Donc c'est forcément obligé de demander aux gens de travailler plus. Et c'est comme ça que la France, il faut avoir une lucidité. Les Français vous ont pas entendu lors de ce premier tour. Alors après, les gens votent, si vous voulez, Front National ou pas Front National, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de m'exprimer sur le plan économique. Après, qu'ils m'écoutent ou qu'ils m'écoutent pas, c'est pas. Enfin, je dirais, j'aurais préféré qu'ils m'écoutent, mais je ne m'exprime que sur le problème économique. Moi, ce que je demande, c'est que ceux qui gouvernent le pays ou ceux qui prétendent vouloir le gouverner un jour, c'est qu'ils mettent l'entreprise et les entrepreneurs au centre du village. C'est nous qui avons les clés du chômage, du succès. Par contre, il ne faut pas inventer des dispositifs qui, on sait, coûtera une fortune à l'économie française. C'est ça que je dénonce. C'est dit, Pierre Gattaz. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve tout à l'heure, Delphine. Merci beaucoup, Marie. On poursuit notre multiplex avec Tam Tranui, cette fois toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. C'est à vous, Tam. Oui, Christian Eckert, donc le budget 2016 vient d'être adopté par le Sénat de droite, fortement modifié par ce Sénat de droite, par 182 voix pour, 157 voix contre. Tout simplement, votre réaction, la droite y a dévoilé une partie de son programme? Oui, mais une partie seulement. La droite a rejeté des crédits pour 8 missions entièrement, ce qui veut dire qu'on n'a aucune idée du solde budgétaire à l'issue de ce débat. On a vu qu'ils ont supprimé plus de 4 milliards de recettes avec des méthodes différentes, une diminution de l'impôt de solidarité sur la fortune, une diminution des impôts pour les plus aisés. Et aussi des recettes augmentées. Par exemple, ils proposent des 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Ça peut rajouter... Des recettes, ça sont de moindres dépenses. Mais en tout cas, 3 jours de carence, c'est loin de faire 4 milliards. Et on n'a aucune vision de l'équilibre budgétaire auquel souhaite arriver le Sénat. Parce que supprimer des crédits, d'ailleurs ils l'ont fait probablement parce qu'ils les jugeaient insuffisants. Vous savez que l'article 40 empêche les sénateurs, comme les députés d'ailleurs, d'alourdir les dépenses de l'État. Donc s'ils ont rejeté des missions, des crédits de mission, c'est qu'ils voulaient dépenser plus. Donc je pense que l'équilibre budgétaire n'est que facial. Et évidemment, puisqu'on a supprimé pour des dizaines de milliards de dépenses, il est quasiment à l'équilibre, ce qui est une vue de l'esprit. Donc c'est pas clair. En plus, il y a des économies qui ont été annoncées par milliards, mais sans donner de détails. On dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires. Oui, mais lesquels? On ne dit pas si ce sont des policiers, si ce sont des militaires, si ce sont des personnels soignants. Là-dessus, au contraire, sur les policiers et les militaires, les sénateurs ont voté à l'unanimité pour les mesures liées au pacte de sécurité. Oui, mais alors pourquoi prétendre supprimer des milliers de fonctionnaires alors même qu'ils sont d'accord pour qu'on augmente les moyens de la sécurité, de la justice ou de la défense? Où va-t-on trouver dans les universités, à Pôle emploi? Et là, il n'y a aucune explication. Comment est-ce que vous analysez ce vote des sénateurs? Je reviens sur justement ces crédits de la sécurité. C'est l'unité face aux attentats? Ou bien c'est que la gauche mène une politique de droite sur ce sujet? Non, enfin, il faut quand même toujours rappeler que, par exemple, pour la police, 13 000 emplois ont été supprimés pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. 13 000. Alors certains à droite ont admis d'ailleurs que c'était une erreur, Alain Juppé par exemple. Oui, d'accord. Mais il faut bien revenir sur ces erreurs. C'est d'ailleurs ce qui nous conduit, à cause des attentats et des mesures en faveur de la sécurité que nous devons prendre, c'est ce qui nous conduit à réaugmenter globalement le nombre de fonctionnaires, même si on diminue le nombre de fonctionnaires à Bercy par exemple, dans les services des finances publiques ou dans d'autres secteurs. On demande un effort à tout le monde, mais compte tenu des besoins en matière de sécurité, c'est vrai que globalement, il y a une
légère augmentation du nombre de fonctionnaires. Christian Eckert, vous êtes également élu du Grand Est et vous avez appelé à voter pour Philippe Richard dans un communiqué sur Facebook. Est-ce que vous comprenez les réticences de certains militants de gauche à voter pour le candidat de la droite? C'est jamais facile quand on a milité à gauche de reconnaître que le seul moyen de faire barrage au Front National, c'est de voter pour quelqu'un qui a été pour le moins son concurrent, si ce n'est parfois son adversaire. Bien sûr, je comprends les réticences. Ça a été pour moi d'ailleurs une décision difficile à prendre, comme elle l'a été pour Jean-Pierre Masseret, de se trouver dans cette situation. Mais je me suis exprimé par écrit. Est-ce que vous comprenez l'argumentation de Jean-Pierre Masseret qui dit qu'il ne veut pas laisser la région gérée seulement par la droite et par le Front National en se retirant? Je connais bien Jean-Pierre Masseret. J'ai partagé ses combats. J'ai partagé du temps avec lui au Conseil régional. J'en ai été l'un de ses vice-présidents. Et je n'ai pas de commentaire à faire. C'est une situation délicate dans laquelle il se trouve. On a chacun à prendre nos responsabilités. Il prend les siennes. Et je vais de toute façon lui donner un coup de chapeau. Merci beaucoup Christian Eckert d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup Tam. Hervé Favre nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes éditorialiste politique à La Voix du Nord. Alors on se souvient que la semaine dernière, votre journal avait pris position contre le Front National au regard des résultats de dimanche. Est-ce que vous regrettez cette prise de position ? Non, pas du tout. On n'a jamais eu la prétention de faire l'élection dans le Nord-Pas-de-Calais. On a simplement jugé utile d'afficher cette position, mais surtout d'expliquer pourquoi nous étions inquiets d'une arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la région. Après, le lecteur a eu donc ces éléments devant lui. Il a accompli son devoir d'électeur tout à fait librement. Et nous avons le sentiment d'avoir fait notre travail d'information dans cette affaire. Ouais. Le score élevé de Marine Le Pen, quelles conséquences en avez-vous tiré ? Alors, à dire, c'était pas vraiment une grosse surprise, parce que là, il faut quand même souligner aussi que les sondages ont quand même vu assez juste, en l'occurrence. Les derniers sondages de la campagne mettaient Marine Le Pen au-dessus des 40%. Certains disaient qu'elle était surévaluée. Non, elle n'est pas surévaluée. Mais la progression du vote Front National dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, on l'observe depuis des années. C'est pas un séisme, c'est pas quelque chose qui ne prévient pas. On l'a vu monter, la montée des eaux, si je puis dire. Nickel, peut-être. Je pensais aux militants, vous qui interrogez souvent les gens dans la rue ou n'importe qui d'autre. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils pensent aller voter pour Xavier Bertrand ou pas? Ça va être très très compliqué pour les militants du Parti Socialiste. Pour l'instant, c'est vrai que les ténors sont tous à peu près sur cette ligne du retrait, sauf que Frédéric Cuvillier à Boulogne-sur-Mer, lui, s'est exprimé et ne digère pas non plus ce retrait. Et pareil chez les militants. Après, les sympathisants, ça, ce sera aussi compliqué. La situation est très différente. Je parle de départemental où le PS avait été éliminé par la règle des 12,5% des exprimés. Donc il y a beaucoup de cantons où le PS avait dû se retirer au profit de l'UMP, des Républicains. Mais c'était Jean-René Le Serre, le président du conseil départemental, qui avait une position très ouverte, notamment sur les questions de Front républicain. Donc là, il y avait eu d'excellents reports des électeurs de gauche sur le candidat de droite. Je crains que ce ne soit pas la même musique dimanche. Ouais. Quelle va être la position du journal pendant cet entre-deux-tours? Est-ce que vous avez à nouveau prévu de faire une comme celle que l'on vient de voir sur le Front National? Écoutez, non, le directeur de la rédaction s'est exprimé sur d'autres médias ce matin pour expliquer que non, nous avons affiché notre position, nous n'allons pas l'asséner, la répéter, au risque de lasser les lecteurs. Nous continuons notre travail d'information, nous rendons compte de la campagne, des meetings des uns et des autres. Et encore une fois, c'est l'électeur roi qui décidera. Je reviens à ce que disait Mickaël, effectivement, sur la stratégie du Parti Socialiste. C'est la meilleure, selon vous, pour faire barrage au Front National dans la région? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que sur une triangulaire, Marine Le Pen avait déjà un pied dans le bureau du président. Avec un duel, ça complique quand même, ça lui complique les choses. Mais avec 40%, 41% de résultats au premier tour, elle est quand même sur une dynamique. Et Xavier Bertrand a 15 points à rattraper, ce qui voudrait dire des reports de gauche vraiment très très hauts. Et une très très forte mobilisation de l'électorat, ce qui ne semble pas être le cas. Voilà, il y a quand même eu... on a plus voté dimanche dernier, mais ce surcroît de mobilisation a plutôt profité à Marine Le Pen. Oui. Et ce sursaut républicain, vous y croyez dimanche prochain? Écoutez, on peut toujours y croire.
difficile à mesurer. C'est déjà joué selon vous Une élection n'est jamais jouée, hein. Encore une fois, un duel. Il y a les sondages d'ailleurs qui ont eu lieu dans ces dernières semaines ont testé ce duel Bertrand-Marine Le Pen avec des résultats de temps en temps, un en faveur de Marine Le Pen, deux en faveur de Xavier Bertrand et un autre qui concluait à une égalité 50-50. Donc ce sera très serré. Eh bien, merci beaucoup. Merci Hervé Favre pour cette analyse. Il est 17h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Quelle stratégie face au Front National? Nicolas Sarkozy s'accroche au ni retrait, ni fusion. Mais l'ancien chef de l'État admet qu'il faudra revoir la ligne idéologique des Républicains après le second tour. Analyse et débat dans cette édition. À gauche, Manuel Valls appelle clairement à voter pour les candidats de droite dans 2 régions, alors que le cas du sénateur Jean-Pierre Masseret fait toujours débat. Il refuse de se retirer malgré les pressions de Solferino. On en parle dans un instant. Le décrochage scolaire en net recul depuis 5 ans en France. Le nombre de jeunes sortis du système éducatif sans diplôme a diminué de 20%, notamment grâce aux micro-lycées. Reportages et débats à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Ojek, et puis Marie Brémaud, toujours en direct du Grand Palais à l'occasion de la COP21. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Et vous avez pu le vivre en direct. Le Sénat a donc adopté le projet de loi de finances après l'avoir largement modifié contre l'avis du gouvernement. Tout de suite, je vous propose un retour sur les principales modifications votées et apportées par les sénateurs avec Cécile Sixou. Première retouche emblématique, les 3 jours de carence de la fonction publique. Les sénateurs ont revu la copie des députés en votant en faveur de ces 3 jours. Leur objectif, plus d'équité entre secteur public et privé et une économie de 500 millions d'euros. Autre mesure symbolique, la baisse de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités, la DGF. Les sénateurs de droite ont souhaité la réduire et ont voté son passage de 3,7 milliards à 1,6 milliard d'euros. Les collectivités, les communes, les départements, les régions, les communautés doivent participer à l'effort de redressement, mais cet effort doit être modulé, doit être diminué du montant des normes nouvelles et des contraintes qui sont imposées aux collectivités. Écologistes, communistes et républicains, l'opposition est venue de tous les bords sur le budget de l'écologie. En pleine COP21, les sénateurs ont souligné la contradiction de baisser les dépenses écologiques. Comment croire que le budget qui nous est présenté ici est celui du pays hôte de cette conférence dite de la dernière chance ? Car comme chaque année, les crédits de l'écologie sont en baisse, les emplois sont en baisse et la mission fait partie des plus touchés. En revanche, union nationale derrière le pacte de sécurité. À partir du moment où on a tous dit que le pacte de sécurité, que ce soit sur la défense ou sur la sécurité intérieure, devait être mis en place et qu'on ne s'y opposerait pas, naturellement, tous les amendements du gouvernement en la matière, création d'emplois, hausse de budget sur le renseignement, ont été validés. Tous se sont rangés derrière le gouvernement après les attentats pour voter 8500 postes supplémentaires et 815 millions d'euros pour 2016. Et on retrouve tout de suite Saveria Ojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Saveria, on l'a vu, c'est donc contre l'avis du gouvernement que les sénateurs ont adopté ce projet de loi de finances pour 2016. Oui Delphine, on est donc arrivé ici au Sénat, dans l'hémicycle du Sénat, au terme de ce marathon budgétaire. Les sénateurs, vous l'avez dit, viennent tout juste d'adopter ce budget 2016. Une adoption à une courte majorité, seulement 25 voix d'écart. Alors les sénateurs se sont beaucoup impliqués dans ce projet de loi de finances au cours des 3 semaines de débat. Une implication que le président du Sénat, Gérard Larcher, vient tout juste de saluer à l'instant à la tribune. 235 sénateurs se sont exprimés sur le texte, a rappelé Gérard Larcher. Alors parmi les principales modifications apportées par le Sénat, difficile de tout citer. Cécile Sixou vient d'en citer plusieurs, mais il y a bien sûr la diminution de la baisse de la dotation globale de fonctionnement de près de 1,6 milliard d'euros. Les sénateurs ont également approuvé les dépenses pour renforcer la sécurité après les attentats, 815 millions d'euros selon les chiffres de Bercy. Alors plus généralement, la droite sénatoriale a supprimé
4 milliards d'euros de recettes, vient de rappeler Christian Eckart, le secrétaire d'État au budget, au micro de Tam Tra Nuit. Et je vous rappelle donc, Delphine, les résultats de ce scrutin pour ce projet de loi de finances 2016. 182 voix pour, 157 voix contre. Merci beaucoup Saveria. Le Premier ministre Manuel Valls a défendu encore aujourd'hui la stratégie du retrait pour faire barrage au Front National. Je vous propose de l'écouter. C'était lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Ce qui se joue élection après élection, donc encore dimanche prochain, c'est deux conceptions. Celle d'une République, celle d'une France, celle d'une nation protectrice, ouverte, qui fasse du patriotisme, celui qui permet le rassemblement. Et les Français l'ont encore dit en brandissant les couleurs nationales, en chantant la Marseillaise, en se retrouvant après ces moments terribles. C'est cette idée de la France que nous devons défendre. Et de l'autre côté, une conception que nous avons déjà connue par le passé, étriquée, petite, qui au fond amène tout simplement à la haine des autres. C'est ça qui se joue. Notre responsabilité, hommes et femmes de l'arc républicain, de gauche ou de droite, c'est d'apporter des solutions et c'est d'entendre bien évidemment les messages des Français. Mais aujourd'hui et d'ici à dimanche, c'est de faire vivre la République partout, sans aucune hésitation, sans nini, en étant clair. Et nous, dans cette majorité, Madame Pompili, vous avez raison, nous le sommes clairs. Parce que quand l'essentiel de la République et de la France sont en cause, on n'hésite pas un seul instant, on est à la hauteur des événements et on défend jusqu'au bout la République. Je vous le disais en titre, le décrochage scolaire recule en France. En 5 ans, le nombre de jeunes sans diplôme est passé de 620 000 à 494 000. Un bon chiffre pour le gouvernement qui veut développer les micro-lycées. Ces structures encore trop rares qui favorisent le retour à l'école des décrocheurs. Voyez ce reportage de Flora Sauvage. Elle s'est rendue au Bourget dans le micro-lycée 93. Au micro-lycée du Bourget, en Seine-Saint-Denis, outre les matières traditionnelles, on met l'accent sur la philosophie et les arts plastiques. Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes ont décroché de l'école il y a quelques années. Alors essaye peut-être de jouer sur des empreintes d'autres formes. Au micro-lycée, le nombre d'élèves est limité à 16 par classe. Il faut être volontaire. Sabrina a décroché de l'école à 17 ans quand elle a eu un enfant. Désormais, elle veut devenir professeure des écoles. Après tout mon temps sans rien faire, j'ai vu que sans diplôme, on n'allait pas bien loin. Ici, les professeurs s'adaptent au vécu de leurs élèves. Donc, si on ne comprend pas, on peut se permettre de demander. Il y a une cohésion de groupe, donc on s'entraide entre nous, ils font tout pour qu'on comprenne. Et ils ne prennent pas pour les gens stupides non plus, donc c'est cool quand même ça. Ils leur redonnent une estime de soi tout en donnant du sens aux apprentissages. Il n'y a personne qui vous juge ici en fait, parce qu'on sait tous qu'on a des parcours différents. J'ai décroché en fait, j'allais plus à l'école. Et donc en fait à 17 ans, après avoir fait la deuxième seconde, je suis parti à l'étranger en fait, essayer d'étudier. Et voilà, j'ai tenté ma chance là-bas, j'ai pas réussi non plus, je suis revenu ici et ils m'ont donné une deuxième chance. Une deuxième chance que Rimchad compte bien saisir. Après avoir connu les petits boulots, il est déterminé à obtenir son bac. Et pour leur redonner l'envie d'apprendre, les enseignants mettent l'accent sur le travail collectif et interdisciplinaire. La séquence. La vitesse. Ça, on a une vision décloisonnée des choses et pas seulement juste dans notre cours, dans notre matière, à l'heure où on l'a vu, mais aussi c'est un prisme qui permet de voir l'élève en tant qu'individu et pas en tant qu'exécutant d'une tâche, d'une matière donnée. Mais au quotidien, c'est un travail de longue haleine, car la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Tous les matins, on les appelle au téléphone pour les réveiller, on prend de leurs nouvelles, on instaure comme ça au fur et à mesure avec eux des rapports de confiance. Ils savent de manière évidente que même en retard, ils seront accueillis ici. Ils savent aussi que si le travail n'est pas fait, ils ont le droit de venir quand même. Donc toutes les appréhensions, toutes les difficultés qui souvent les faisaient s'arrêter devant la porte de leur collège ou de leur lycée et petit à petit tomber en fait. Chaque semaine, les élèves ont un rendez-vous individuel avec un professeur référent. L'occasion d'aborder en tête-à-tête les difficultés rencontrées. Julien a été diagnostiqué hyperactif à 7 ans. Après avoir décidé d'arrêter les médicaments, il a décroché de l'école. Désormais, il est motivé pour réussir. On est dorloté un peu. C'est vraiment... Parfois, c'est difficile de raccrocher, mais les profs, ils sont là pour... Même si nous, en fait, on n'y croit pas, les profs, ils y croient et je les remercierai jamais assez parce que ça fait grandir, ça fait mûrir le micro-lycée, voilà.
Dans l'académie de Créteil, 1,9 million d'euros ont été alloués pour les 3 micro-lycées. En France, il en existe 30, mais cela reste un dispositif encore rare et plutôt méconnu. Aujourd'hui, plus de 10% des jeunes de 16 à 25 ans quittent le système éducatif sans diplôme. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Maryse Esterle, bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur. Merci d'être avec nous. J'accueille également Claude Kern, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UD-UC du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous. Et Jacques-Bernard Magnier, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Première question d'ailleurs pour vous. On le voit, ce micro-lycée du Bourget. C'est une belle réussite. On voit que cette expérimentation fonctionne. Malheureusement, il reste encore trop peu de micro-lycées sur le territoire. Oui, je crois que le micro-lycée, c'est une des solutions pour récupérer les décrocheurs. On s'aperçoit que les jeunes qui décrochent, notamment au moment du collège, parce qu'ils ont parfois fait une mauvaise scolarité en primaire, et souvent c'est au niveau du collège qu'on s'en aperçoit, puisque jusqu'à maintenant on a l'habitude de dire que près de 150 000 jeunes sortaient du collège en étant en échec scolaire et en décrochage. Il y a plusieurs solutions, et celle-ci en fait partie, parce qu'on sait très bien que ces jeunes, à l'âge du collège, à l'adolescence, souvent l'école n'est pas leur préoccupation majeure et première. Il y a une question de maturité qui se pose, et qui se pose encore plus d'ailleurs chez les garçons que chez les filles. On le constate aussi, j'imagine que les chercheurs pourraient nous le dire mieux que moi. Et que par contre, quand on passe un cap, ils retrouvent l'envie d'apprendre, de découvrir, pas de la même manière peut-être que sur un tronc commun collège, mais sur une spécialité. Et c'est pourquoi ces micro-lycées font partie effectivement des solutions de récupération de ces jeunes. Et c'est une bonne initiative. Ouais, Claude Kern, pour la première fois, le bilan est plutôt effectivement positif en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Ça est dû aux politiques volontaristes mises en place par le gouvernement, selon vous? Alors, selon moi, pour reprendre un peu Jean-Bernard Magnier, la problématique est la suivante, c'est que on a un investissement déséquilibré au profit du secondaire et au détriment du primaire. Mais tu l'as rappelé. C'est pas ce que voulait la Fondation, c'était essentiellement le primaire. C'était essentiellement le primaire, oui, effectivement, si on compare par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et je pense que les micro-lycées, c'est un des remèdes qu'on peut appliquer, mais il faut aussi travailler en amont. Il faut commencer par mettre en place des systèmes préventifs, donner des priorités, entre autres, passer par une meilleure acquisition des fondamentaux. On sait quand même qu'il y a 4 élèves sur 10 aujourd'hui qui quittent l'école primaire, enfin qui sortent de l'école primaire, avec de graves lacunes en français et en mathématiques. Et ça a automatiquement une répercussion en collège, puisque les mêmes statistiques, on les retrouve en fin de collège, malheureusement. Ouais. Maryse Esterle, est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre l'accent aussi sur la prévention et le repérage, si je puis dire, de ces décrocheurs scolaires? On l'évoquait à l'instant, parfois, on se rend compte peut-être un peu trop tard que certains élèves sont sortis du système éducatif. Oui, effectivement, ou sont en train d'en sortir, dans tous les cas, parce que le décrochage scolaire comporte plusieurs définitions. Une définition qui constate simplement que des jeunes sont hors du système scolaire sans diplôme de fin de formation. Et puis on a aussi un processus qui peut être très long et puis qui peut commencer tôt dans la scolarité, effectivement à l'école élémentaire, et qui va se réaliser finalement à l'âge du collège. C'est vrai que les actions de prévention et de repérage des difficultés demandent à être améliorées, dirons-nous. Bon, comment on les repère, ces décrocheurs scolaires? À quoi on voit qu'un élève peut potentiellement sortir du système scolaire et se retrouver en situation d'échec où il n'ira plus du tout à l'école? Alors, c'est assez difficile parce qu'ils ne l'annoncent pas, en général. Ils ne disent pas « je m'en vais », sauf quelques cas rares où, à 16 ans, les jeunes démissionnent, ce qui est dans leur possibilité, si les parents sont d'accord avant 18 ans. Donc, on peut voir, les enseignants voient bien un élève qui se démotive. Quand ils sont plus grands à l'âge du collège, on constate des absences, par exemple, des élèves qui partent au collège le matin, mais qui n'arrivent pas au collège, qui font autre chose sur le chemin. L'école buissonnière. Voilà, c'est ça, l'école buissonnière dont on parlait avant. Ou alors des élèves qui ne rendent plus leurs travaux, ou qui deviennent atones complètement, c'est-à-dire qui ne se mobilisent plus. Ça, les enseignants le signalent, ils ont des consignes, si je puis dire. On les incite justement à repérer ces élèves en difficulté? Alors, on les incite bien sûr. Après, dire qu'ils ont dans leur formation l'outillage
nécessaires pour le faire, pour vraiment repérer les élèves, c'est difficile. Parce que les enseignants aujourd'hui sont dans un défi très, très compliqué. Ils doivent gérer à la fois des classes de 20, 25, 30 élèves, très hétérogènes, et en même temps s'occuper des cas individuels, et tout seul. La plupart du temps tout seul. Pour les maîtres de l'école élémentaire, c'est le cas. Et puis en collège, ils sont rarement accompagnés. Alors il y a des expériences intéressantes d'ailleurs en collège qu'on appelle les enseignants supplémentaires, où il y a un enseignant ou deux qui sont à disposition en travail d'équipe avec leurs collègues, qui sont des gens formés, parce que c'est très important aussi, et qui vont pouvoir s'occuper des élèves plus en difficulté dans une classe, pendant que l'autre enseignant s'occupera de ceux qui ont moins de problèmes. L'idée, c'est de au maximum garder les élèves dans leur niveau pour pratiquer ce qu'on appelle l'école inclusive, c'est-à-dire de faire avancer tout le monde en même temps avec des formes de pédagogie différenciées. On l'a dit, hein, c'est bon chiffre, ce bilan positif pour le gouvernement. Pourtant, il y a encore beaucoup d'élèves qui sont qui restent sur le côté de la route, qui sont laissés pour compte et qui sortent définitivement du système scolaire. Qu'est-ce qui se passe pour Jacques-Bernard Magnier? Il y en avait, on le dit, il y a 5 ans, 130 ou 140 000. On est aujourd'hui à 110 000 d'après les statistiques, ce qui montre qu'il y a un résultat qui est en train de s'améliorer. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, il reste des élèves, mais comme cela a été rappelé tout à l'heure, il faut les détecter. La formation des enseignants est fondamentale et les moyens qu'on donne à l'école. On vient de voter le budget de l'éducation nationale, qui est le plus gros budget de l'État, 67 milliards d'euros. Alors, je rappelle à mon collègue de la majorité sénatoriale de droite qu'en plus, on s'est vu écorner ce budget de 65 millions d'euros sur un amendement de la droite qui vient supprimer l'équivalent de 4 000, qui viendrait, s'il était retenu jusqu'à la fin, parce que l'Assemblée nationale va revenir, bien entendu, mais qui viendrait supprimer encore 4 000 postes par rapport aux 10 000 qui sont proposés cette année supplémentairement à l'école. Et je parle des postes d'enseignants, parce qu'il y a aussi des postes de maîtres spécialisés qui luttent contre l'échec scolaire, qui luttent contre les difficultés, contre les handicaps, etc. Et je crois que vous l'avez rappelé, vous avez eu raison, l'école inclusive permet aux enfants qui ont un handicap, qu'il soit social, qu'il soit un handicap général malheureusement, qui empêche l'élève de vivre sa vie d'élève comme tout élève, eh bien, ma foi, c'est personnel, les assistantes de vie scolaire, les gens des RASED sont là aussi pour combler toutes les formes de handicap et prévenir l'échec. Parce que quand vous avez un maître spécialisé, il détecte, il sait détecter. Et il a besoin d'avoir la formation pour le faire. Et nos futurs enseignants qui sortiront des SP, les écoles supérieures du professeur d'éducation, à partir de ces prochaines années, puisqu'elles viennent de se mettre en place, sauront justement détecter et corriger. Parce qu'il ne suffit pas seulement de détecter, il faut aussi corriger. Claude Kern, effectivement, si on veut lutter contre le décrochage scolaire, il faut des moyens, notamment budgétaires, ce que vient de dire Jacques-Bernard Magnier. Alors oui, il faut des moyens budgétaires, mais pas n'importe comment. On parlait de création de postes, il ne s'agit pas juste d'ouvrir des postes. Aujourd'hui, rien n'est fait pour pallier le manque d'attractivité de la profession. Et malheureusement, là, il y a la craindre ce que j'évoquais. Claude Kern, est-ce qu'il faudrait bien agir sur la rémunération des enseignants? Ça peut être un levier sur lequel on pourrait agir? Effectivement, ça peut être un levier parce que si vous regardez aujourd'hui par rapport à un enseignant professeur des écoles, il gagne à peine, au bout de 15-20 ans, il gagne à peine 2200 € par mois. 10% de moins qu'un professeur certifié, mais surtout la moitié de ce que gagne l'équivalent en Allemagne. Donc un professeur des écoles en Allemagne. Donc vous parlez justement de l'Allemagne, puisque vous êtes sénateur du Bas-Rhin frontalier. Comment ça se passe en Allemagne? Est-ce qu'il y a autant de décrocheurs scolaires ou est-ce que les jeunes sont finalement peut-être réorientés peut-être beaucoup plus tôt vers des formations Alors, je ne connais pas exactement le pourcentage de décrochage scolaire et le chiffre, mais c'est vrai que, apparemment, d'après les éléments fournis par l'OCDE, nous sommes en dessous. Ils sont en dessous, pardon. L'Allemagne base beaucoup plus son enseignement sur l'apprentissage. Et là, effectivement, nous avons un manque énorme en France au niveau de l'apprentissage qu'il faudrait développer, puisque je ne pense pas que l'objectif des 60 000 apprentis dans l'éducation nationale qui est fixé pour 2017 est atteignable, tel que c'est prévu, sans qu'on mette en place des mesures fortes.
tels que des parcours mixtes de formation, par exemple, la restauration des dispositifs de réapprentissage, ou le dispositif d'initiation au métier en alternance et d'autres. Il faut surtout aussi trouver les entreprises qui veulent bien prendre les jeunes en alternance. J'allais terminer sur ça, une meilleure association des entreprises. Là aussi, je crois qu'il y a eu un problème. Effectivement, les élèves qui ont décroché du système scolaire, est-ce que l'apprentissage, ça peut être une solution pour eux, ou est-ce que cela, finalement, les entreprises non plus n'en veulent pas? Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, les entreprises n'ont pas vocation de prendre en charge les élèves en difficulté, ou qui ont connu des difficultés. Elles ont leur propre logique économique, et dans les enquêtes que j'ai pu faire dans des lycées professionnels couplés avec des centres de formation d'apprentis, en fait les enseignants disaient que c'était les élèves entre guillemets les plus performants qui allaient en apprentissage, ceux qui étaient les plus mûrs, qui étaient le plus capables de s'adapter à la vie en entreprise, etc. Et que pour ceux qui étaient en difficulté, c'était plus difficile. Donc après, c'est au cas par cas, parce qu'il y a des systèmes, alors c'est pareil, ça dépend du contexte, ça dépend de la manière dont les choses sont organisées, de l'accueil aussi qui sera réservé à l'entreprise aux jeunes. Il peut y avoir des stages mis en place de façon à ce que des jeunes puissent prendre pied dans la vie professionnelle et sortir d'un système scolaire qui ne leur convient pas parce qu'ils le considèrent infantilisant, difficile à vivre, etc. Mais je dirais, dans tout ce contexte de décrochage, il y a tellement de facteurs qui mènent au décrochage qu'il n'y a pas une solution. Il y a tout un champ de dispositifs qui sont effectivement très nombreux depuis vraiment de nombreuses années maintenant, depuis grosso modo le début des années 2000. On voit beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, qu'on peut utiliser. Aucun ne détient la solution, c'est clair. Les choses sont évidemment à faire en amont, beaucoup plus, ne pas attendre qu'il y ait ce flot continu, je dirais. Qu'est-ce qui manquerait quand même dans le dispositif mis en place par le gouvernement qui porte ses fruits, on l'a dit? Qu'est-ce qui manque réellement selon vous? Qu'est-ce que vous avez pu constater lors de vos études? Alors, ce qui manque, c'est assez transversal. Sans parler de la question des moyens. Oui, c'est le type de relation mise en place en fait entre les professionnels, les enseignants, les autres personnels, les parents aussi du reste des jeunes et eux-mêmes. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves qui sont en situation de décrochage ou qui ont arrêté disent « je n'ai trouver personne à qui parler. Ce qui est paradoxal puisqu'ils sont très entourés. On ne peut pas dire qu'en France on ne fasse rien, ça serait faux. Mais la faculté de prendre l'élève comme un interlocuteur, ça c'est quelque chose qui est au cœur de la pédagogie et au cœur de l'éducation et qui reste difficile dans l'école française parce qu'on a tendance à être assez descendant, c'est-à-dire à considérer que finalement l'école est faite pour les élèves entre guillemets normaux. Donc celui qui est toujours avec beaucoup de guillemets bien sûr dans la norme, ça va, c'est d'ailleurs le cas de l'ensemble, de la majorité des élèves, mais ceux qui sont en difficulté, justement, sont en difficulté. Donc on va créer des dispositifs, et on a assisté dernièrement à un empilement de dispositifs avec finalement des scolarités presque à deux vitesses. Des élèves qui vont en classe relais, en atelier relais, dans des établissements de réinsertion scolaire, etc. Et donc, qui s'éloignent, que pratiquement institutionnellement on éloigne de la norme scolaire, et de la scolarité. Ce qui est tout de même dommage. Et j'ai remarqué que dans les formations que j'ai dispensées avec mes collègues, donc c'était à l'IUFM avant que les SP soient créés, mais je pense qu'on est un petit peu dans le même cas de figure maintenant, on avait les disciplines dites transversales où on travaillait sur la relation avec l'élève, la pédagogie, les élèves à besoins éducatifs particuliers, en situation de handicap, etc. Et puis il y avait les didacticiens, c'est-à-dire qui enseignaient à enseigner les mathématiques, le français, les langues vivantes, etc. Tout ce qui forme les disciplines de l'école. Mais les didacticiens avaient beaucoup de difficultés à inclure justement les élèves en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on reste dans une formation, y compris assez clivée. Et alors que d'autres pays, je pense, ont mieux réussi. Vous, Jacques Bernard, vous qui avez travaillé sur la refondation de l'école, est-ce que le système français, le modèle français reste trop académique? Je reprends ce que vient de nous expliquer Maryse Esterlé. Bien, quand un élève n'a pas de problème, eh bien ça va. Mais dès qu'il y a des élèves un peu plus, peut-être, qui rentrent moins dans le moule, si on peut dire, eh bien, ils n'ont plus leur place dans l'école française. Je crois que ce que vient de nous expliquer Mme Esterlé, effectivement, c'est la situation que l'on cherche à combattre et à modifier et à transformer. D'abord, il faut essayer d'individualiser des parcours pour ces élèves-là
que l'on aura détecté, parce que les solutions collectives ne leur conviennent pas. Ils se mettent au fond de la classe d'une manière très tranquille, souvent ils ne posent pas de problème de discipline, mais ils décrochent. Donc il faut absolument, pour les récupérer, leur trouver des centres d'attraction qui ne soient pas ceux que l'on a habituellement dans une classe qui ne les intéresse pas. Et il faut pouvoir leur parler. C'est vrai que des adultes leur montrent qu'ils s'intéressent à eux. Parfois leur donner peut-être des réussites qui ne sont pas celles traditionnelles, c'est-à-dire quand vous avez l'habitude d'avoir 4 sur 20 en français et 2 sur 20 en mathématiques, eh bien, vous vous y habituez, hein, et puis c'est plus gênant. Par contre, si un jour le maître force un peu la note et qu'il vous donne la moyenne ou une note supérieure, même si vous ne la méritez pas toujours, ça peut réenclencher un mécanisme de réussite. Et je crois beaucoup, moi, au mécanisme de réussite pour les enfants, et je l'ai constaté en étant moi-même enseignant. Il faut parfois trouver quel est le ressort qui va pouvoir redynamiser l'envie de l'élève à venir à l'école d'abord, à parler avec le maître, à accepter ce qu'on lui enseigne, et puis aussi à en faire sa propre culture, même s'il ne s'en rend pas compte. Alors, c'est vrai que tout ça, il faut des moyens en personnel, parce que quand on dit, par exemple, à l'école élémentaire, il faut plus de maîtres que de classes. C'est pas une invocation comme ça, philosophique ou pédagogique. C'est bien pour que un maître qui n'a pas une classe à lui puisse prendre en main certains élèves comme ça, de temps en temps, à des moments privilégiés, pour les ramener vers le goût de l'apprentissage à travers des techniques pédagogiques qui ne sont pas celles qu'on est obligé d'appliquer dans une classe tout entière. Les dédoublements, comme vous l'avez dit, tout ce qui peut aller vers l'individualisation, avec toutes les difficultés que ça présente bien sûr à l'école, ça va bien. D'ailleurs, quand on parle du lycée comme le micro-lycée, c'est ça. C'est arriver à réindividualiser des groupes d'élèves où on va pouvoir avoir des enfants qu'on va motiver par d'autres moyens que ceux qui sont traditionnels. Ouais. Mais je crois qu'il faut du temps, de la formation, de l'argent. Et des moyens, quoi qu'en disent nos collègues. C'est pas seulement l'enseignant qui soit mieux payé, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui va régler le problème du décrochage. On arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais aussi peut-être vous entendre sur ces 18-24 ans, pour ceux qui se sont déplacés dimanche aux urnes, qui ont massivement voté contre le Front National. Est-ce que vous pensez que parmi eux, il y a beaucoup de décrocheurs scolaires, par exemple? Contre ou pour? Vous aviez dit contre. C'est pour, oui, pour le Front National. Malheureusement. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui sont décrochage scolaire, mais ça peut être une des explications, effectivement. Maintenant, en ce qui concerne le décrochage scolaire, parce que j'aime pas trop parler de ce qui s'est passé dimanche, il faudra en parler. Il faut en parler, c'est vrai. Mais nos jeunes, il faut leur amener quelque chose. On a parlé, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de propositions curatives, mais mettons en place également des propositions préventives. Développons, rendons plus efficient, par exemple, l'enseignement professionnel. Travaillons, Jacques-Bernard Magnier était en train de travailler sur cette question. Travaillons sur l'orientation. Tout à fait. Sur l'orientation qui est vraiment, en France, aujourd'hui, le système d'orientation est en déshérence. C'est vrai. Hein, il faut vraiment travailler là-dessus pour donner de l'envie à nos jeunes, donner envie à nos jeunes d'apprendre un métier, et amener des métiers, leur proposer des formations qui amènent à un emploi. Là aussi, il faut faire des efforts importants. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est même très difficile, mais ces efforts doivent être faits pour rationaliser et adapter l'offre de formation aux besoins des entreprises. Ouais. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Jacques-Bernard Magnier, sur cette question peut-être aussi un peu plus politique de ce vote Front National, chez les jeunes, ces jeunes qui peuvent se sentir laissés pour compte, qui ont été laissés peut-être en marge du système scolaire et qui n'ont pas d'emploi. Oui, il y a un constat qui est de dire que les gens les moins bien formés ont plus tendance à voter pour les extrêmes. C'est vrai chez les jeunes, mais c'est vrai aussi dans les couches un peu plus âgées de la population. Et je ne pense pas que ce soit une réponse consciente de la part des jeunes, parce que les jeunes n'ont pas forcément la conscience de ce qui est fait ou pas fait suffisamment pour eux. C'est pas dans les quartiers où on a mis le moins d'argent aujourd'hui que le vote Front National a été le plus important. C'est souvent dans les quartiers même où on a beaucoup travaillé. Donc il n'y a pas un retour sur investissement en parlant comme cela. Par contre, je crois beaucoup en ces nouvelles pratiques, notamment dans les SP, de la citoyenneté
citoyenneté. Aujourd'hui, il faut vraiment faire revenir à l'école l'apprentissage de tout ce qui est la morale laïque, puisque c'était effectivement contenu dans la loi de refondation, et puis tout ce qui est autour de la citoyenneté. Parce que on a, pendant de nombreuses années, pas assez donné d'importance. Alors, certes, je ne dis pas que les enseignants ne l'ont pas fait, mais on n'en a pas fait un moment privilégié important. Et on s'aperçoit à travers de ce qui s'est passé au mois de janvier dans les attentats, ce qui s'est passé encore récemment. C'est trop facile de dire on aurait dû, mais je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien que l'école, elle a un rôle. Il ne faut pas lui donner tous les rôles non plus. La société aussi a son rôle, les parents. Mais l'école, elle a un rôle qui est celui, justement, d'enseigner, de montrer, de faire la démonstration que la citoyenneté, ça n'est pas un simple mot comme cela. La laïcité aussi. Il faut redonner aux jeunes envie de rêver. Juste pour conclure, allez-y, rapidement. Pour reprendre, j'ai envie de dire que la laïcité et la citoyenneté ne sont pas des matières à enseigner. En fait, c'est une façon d'être et c'est une façon de fonctionner dans les établissements scolaires. Et c'est vrai que là, quand on voit qu'il y a effectivement, pour des raisons diverses, moins d'attention portée à ces questions-là, à la préparation du fait d'être un citoyen ou une citoyenne dans les établissements scolaires, on voit que quand il y a des moments de crise, là on a des retours, mais qui moi ne m'ont pas étonnée et que j'ai trouvé relativement peu nombreux, paradoxalement, enfin par rapport à ce qui a pu être dit. Et je trouve que ce qui est important aussi, c'est de concevoir le système scolaire comme une continuité, c'est-à-dire que les élèves se rendent compte qu'il y a un ensemble depuis l'école maternelle, l'école primaire, le collège, etc. Et qu'il n'y ait pas de rupture, comme on en voit souvent. Alors là, il y a des choses intéressantes, par exemple un cycle CM1, CM2, 6e, que je trouve tout à fait intéressant parce que, et j'ai vu des expériences, puisque je fais partie du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, le CNIRE, et on voit vraiment des expériences où la question de la difficulté scolaire et le risque de décrochage est pris dans la continuité du processus d'enseignement depuis quasiment le tout jeune âge. Oui, merci. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Sénat 360. Il est 17h30 sur Public Sénat. Tout de suite les titres. Quelle stratégie face au Front National? Nicolas Sarkozy s'accroche au ni retrait ni fusion. Mais l'ancien chef de l'État admet qu'il faudra revoir la ligne idéologique des Républicains après le second tour. Analyse et débat dans cette édition. À gauche, Manuel Valls s'appelle clairement à voter pour les candidats de droite dans 2 régions, alors que le cas du sénateur Jean-Pierre Masseret fait toujours débat. Il refuse de se retirer malgré les pressions de Solferino. On en parle dans un instant. Hervé Lebras, historien et démographe, est notre invité. Il va répondre dans un instant aux questions de Michael Zamès. Qui sont les électeurs du Front National? Comment explique-t-il cette percée historique? Il sera l'invité du face-à-face. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek, et puis Marie Brémaud en direct du Grand Palais à l'occasion de la COP 21. Le multiplex, c'est tout de suite. Tous d'une même voix derrière Nicolas Sarkozy. Hier, les ténors des Républicains se sont rangés à l'unanimité derrière l'ancien président. Il a réaffirmé avec force sa stratégie du nini, mais les divergences sont palpables et le débat d'après-second tour s'annonce houleux. Comment a réagi le groupe LR du Sénat? La réponse de Louis Sibyl. Réunion de groupe ce matin au Sénat, mais pas encore réunion de crise. Les sarkozystes sont même confiants. Le Black Sunday ne sera plus le même dimanche prochain, ça sera un Blue Sunday, c'est-à-dire qu'à mon avis on aura pas mal d'élus et de régions conquises. On en avait 1 sur 22, je pense qu'on en aura 6 ou 7 sur 13, ça fait quand même un changement, il faut aussi faire de l'arithmétique. Un pronostic optimiste, la droite pourrait ne remporter que 4 régions et certains commencent déjà à faire un premier bilan critique. Beaucoup d'électeurs ne voient pas encore dans notre formation politique la force d'alternance unie, combative, sûre de ses convictions, ferme dans son projet. Il y a un vrai besoin de réflexion quand on s'aperçoit que dans mon département, le Front National fait pratiquement au milieu rural le double des voix des Républicains. Moi, ça m'interpelle. J'ai perdu dans mon département la moitié de mes électeurs. Aujourd'hui, cette ouverture au centre et cette ligne un peu tiède, à mon sens, n'a pas été le ticket gagnant. En filigrane, une critique des choix du président du parti, Nicolas Sarkozy.
Un mélange de genres qui exaspère l'ancien président du groupe. Nous ne sommes pas dans la campagne des primaires, nous sommes en pleine élection, alors que certains qui veulent se présenter aux primaires cherchent à tout moment de se différencier par rapport aux autres. Ça nous agace profondément. Si l'unité est prônée jusqu'à la fin des élections, le match des primaires pourrait bien commencer dès dimanche soir. Et au groupe socialiste du Sénat, déstabilisé par l'ampleur du vote FN, les sénateurs sont-ils en accord avec le retrait des listes et l'appel de Manuel Valls à voter pour les candidats de droite dans 2 régions? Le cas Masseré a bien entendu dominé les débats. Nathalie Guilloire. Il est absent aujourd'hui des couloirs du Sénat et pourtant Jean-Pierre Masseré est au cœur de toutes les discussions ce matin. Cette sénatrice, une de ses colistières, a reçu un appel de Solferino aujourd'hui, mais rien ne la fera changer d'avis. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce que c'est vrai qu'il est droit, il représente la gauche, le Parti socialiste. Il est vraiment droit dès le départ. Il l'a dit, je ne céderai pas au chantage et c'est ce que moi j'apprécie vraiment en lui. Mais le cas Masseré fait polémique. Certains n'hésitent pas à déclarer leur soutien au candidat Les Républicains, Philippe Richert. Le succès de Philippe Richert avec le maintien de Jean-Pierre Masseré est extrêmement difficile. Le seul qui puisse faire barrage au Front National, c'est Philippe Richert. Autre préoccupation ce matin, mais cette fois-ci du côté des sénateurs du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le retrait de Pierre de Saintignon. Une question qui visiblement embarrasse. Mais officiellement, tous appellent ouvertement à voter pour la liste du candidat Les Républicains. Je pense que face au danger que représente Marine Le Pen dans cette nouvelle grande région de 6 millions d'habitants, la consigne de Manuel Valls me semble sage. Et j'appelle à voter Xavier Bertrand. Il faut reconnaître que nous avons un certain nombre de camarades qui ont du mal à voter Xavier Bertrand, mais Marine Le Pen et Xavier Bertrand, ce n'est pas la même chose. Avec Xavier Bertrand, nous sommes dans les valeurs de la République, nous ne sommes pas avec Madame Le Pen. Leur soutien est sans appel, car ils le savent, le résultat du second tour pour ces régionales sera serré entre les Républicains et le Front National. Et alors que la limite de dépôt des listes pour participer au second tour des élections régionales est fixée à 18 h, on ne sait toujours pas si Jean-Pierre Masseré a pu maintenir sa liste, confronté à plusieurs défections de ses colistiers. Mais il a reçu le soutien inattendu de Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. C'était il y a quelques instants au micro de Tam Tragnon, on l'écoute. Je connais bien Jean-Pierre Masseré, j'ai partagé ses combats, j'ai partagé du temps avec lui au Conseil régional. J'en ai été l'un de ses vice-présidents et je n'ai pas de commentaire à faire. C'est une situation délicate dans laquelle il se trouve. On a chacun à prendre nos responsabilités, il prend les siennes et je vais de toute façon lui donner un coup de chapeau. Et on poursuit notre multiplex avec Tam Tragnon, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec le sénateur socialiste Maurice Vincent. Oui, Maurice Vincent, dans votre région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez est arrivé en tête. Est-ce que c'est la preuve que sa stratégie et son discours droitier ont fonctionné? Non, pas encore. On verra au deuxième tour. Il est clair que son résultat est juste correct. Comme beaucoup de candidats de droite en France, c'est plutôt une forme de plafonnement plutôt qu'une bonne performance. La gauche a encore toutes ses chances, donc on verra. Moi j'espère bien en tout cas que les électeurs républicains se mobiliseront au-delà de la gauche autour de Jean-Jacques Caron. Vous ne pensez pas que son discours droitier dans le climat sécuritaire actuel a particulièrement porté? C'est difficile à dire. En tout cas, à Saint-Étienne par exemple, une ville que je connais bien, l'écart avec Jean-Jacques Caron est faible. Ce qui veut dire que ça n'a pas en tout cas eu une influence décisive. C'est difficile de dire qu'est-ce qui se serait passé avec un autre discours plus modéré. En tout cas, moi je ne vois pas aujourd'hui d'effet massif en sa faveur. Alors, vous l'avez dit, Jean-Jacques Caron au deuxième tour va avoir donc une liste d'union. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des partenaires, Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, qui sont allergiques au gouvernement ? Je pense que dans les régions, même s'il y a des difficultés temporaires, les choses sont réellement différentes. Vous connaissez les compétences des régions et surtout... Les avis se retrouvent, vous pensez, au niveau local? Je pense qu'on peut être d'accord au niveau local pour faire une politique ambitieuse pour les TER. C'est du développement durable et c'est des services publics. C'est un exemple pour les lycées, pour la formation professionnelle, d'une toute autre manière que le ferait Laurent Wauquiez. Je pense que les différences s'atténuent. Le rapport de force électorale aussi atténuera les différences en l'espèce.
Est-ce que vous confirmez, il y a eu une information disant que Manuel Valls aurait pu venir soutenir Jean-Jacques Kérane dans l'entre-deux tours, mais que justement, bien ces autres forces de la gauche n'y sont pas favorables? Non, je ne confirme pas cette information, je ne l'avais pas. Je sais qu'il y a une rencontre demain à Lyon, qui est logique pour rassembler toutes les forces de gauche. Qu'elle se situe au niveau régional avant tout, me paraît assez cohérent, à vrai dire, au regard de la campagne menée par Jean-Jacques Kérane, qui était « c'est nous, la région ». Nous, c'est la région. Est-ce que vous approuvez le fait que Manuel Valls appelle à voter pour les candidats de la droite dans le Nord, en PACA, et dans le Grand Est? Oui, je l'approuve parce qu'en politique, il y a parfois des choix déchirants à faire, mais quand l'essentiel est en jeu, il faut s'y soumettre. Et c'est terrible, je le sais, pour nos camarades militants et candidats dans ces régions. C'est difficile, mais là, c'est l'essentiel qui est en jeu. Quand l'essentiel est en jeu, il faut accepter ce qui s'apparente à un sacrifice républicain. Est-ce que vous comprenez quand même la position de Jean-Pierre Masret dans le Grand Est qui dit qu'il ne veut pas laisser la région aux mains du Front National et de la droite et qu'il veut continuer, c'est pour lui, faire de la résistance? Je la comprends humainement, bien sûr, et pourtant, sur le plan de l'analyse politique, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe parce que la situation qui est créée est extrêmement dangereuse et le Parti socialiste doit faire preuve de clarté. Et la clarté, là, c'est le vote républicain pour le candidat de droite, même si par ailleurs on est en désaccord sur un certain nombre d'orientations, on est d'accord avec les principes fondamentaux de la République, ce qui n'est pas le cas des candidats du Front National. Merci beaucoup Maurice Vessant d'avoir répondu à nos questions. À tout à l'heure Delphine pour d'autres réactions. Merci beaucoup Tam, et on poursuit bien aussi les réactions à ces résultats du premier tour des élections régionales. Je vous propose d'écouter celle de Pierre Gattaz. Il était au micro de Marie Brémaud il y a quelques instants sur notre antenne. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui avait dénoncé le programme économique de Marine Le Pen. On l'écoute. Moi, ce que je demande, c'est que ceux qui gouvernent le pays ou ceux qui prétendent vouloir le gouverner un jour, c'est qu'ils mettent l'entreprise et les entrepreneurs au centre du village. C'est nous qui avons les clés du chômage, du succès. Par contre, il ne faut pas inventer des dispositifs qui, on sait, coûtera une fortune à l'économie française. Lorsqu'on propose de retraite à 60 ans, pourquoi pas 55 ans d'ailleurs, lorsqu'on dit on va augmenter tous les salaires, bravo, mais allons-y. Lorsqu'on dit on va augmenter le SMIC, mais pourquoi pas? Durée du travail, on peut la diminuer à 32 heures, allons-y. Mais la seule question, c'est qui paye? Qui paye? Ça fait des années qu'il faut avoir des programmes économiques cohérents. Et la cohérence, c'est que toutes ces bonnes idées très démagogiques, ce sera des taxes, des impôts, des charges supplémentaires sur le dos des entreprises, parce que celles qui payent à la fin, ce sont les entreprises. Donc moi, ce que je demande à tous les partis, et notamment au Front National, c'est qu'ils arrêtent de baratiner aux Français sur le plan économique. On poursuit à présent notre multiplex avec Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Alors Saveria, après avoir bien voté le projet de loi de finances pour 2016, les sénateurs ont abordé un autre texte. Oui Delphine, un texte sur la dématérialisation du journal officiel. Après presque 150 ans d'existence, les sénateurs viennent tout juste d'entériner à l'unanimité la fin du fameux journal officiel sous sa forme papier. Alors le JO, c'est ce journal qui recense tous les actes législatifs et leur donne une existence officiel. Il est énormément lu, en particulier dans les administrations. Et le dernier numéro papier devrait sortir le 31 décembre prochain. Ce passage au tout numérique devrait permettre 1 million d'euros d'économie. C'était d'ailleurs une recommandation de la Cour des comptes. Alors Delphine, l'autre particularité de cette proposition de loi, c'est que c'est le premier texte dont les articles ont été discutés en commission et non en séance. On doit cette possibilité à la dernière réforme du Sénat qui permet l'examen de certains textes en commission et non plus exclusivement dans l'hémicycle, même si bien sûr les discussions générales et les votes ont toujours lieu en séance. Alors l'objectif bien sûr de cette réforme, c'est de moderniser, de simplifier la procédure législative en désengorgeant la séance. Et je vous rappelle Delphine que le Sénat vient donc d'adopter à l'instant à l'unanimité les conclusions de la CMP sur la dématérialisation du journal officiel. Merci beaucoup Saveria. Hervé Lebras, historien et démographe, est notre invité. Il répond aux questions de Mickaël Zamès. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Bonjour Hervé Lebras. Bonjour Michael Sames. Question que l'on se pose un petit peu tous depuis dimanche. Est-ce qu'il existe un profil type et ou des électeurs du Front National? Non, à mon avis, il n'existe pas de profil type et c'est peut-être même un peu dangereux de penser qu'il y a un profil type. En fait, il existe des dominantes que montrent les enquêtes, notamment en termes social, la dominante, et je dirais plutôt classe moyenne et un peu en allant vers les classes inférieures. C'est ni les plus pauvres, ni les plus aisés. Il existe des dominantes d'âge. C'est par exemple la tranche d'âge de 30 à 50 ans. Comment vous expliquez que les jeunes, aujourd'hui, se déplacent massivement pour voter Front National? Alors, se déplacent massivement. Un tiers des jeunes n'est pas inscrit sur les listes. Je prends les 25... Des jeunes qui votent, on va préciser. 18-24. Ouais. Alors, vous allez voir, les 18-24, un tiers ne sont pas inscrits. Leur taux de participation, c'est 26%. Donc, il y a un quart qui participe. Et sur ce quart, 28%, je parle des 15-24, ont voté FN, c'est-à-dire la moyenne. Autrement dit, si on reprend par rapport au stock de jeunes, c'est une infime minorité de jeunes. Donc quand on dit le FN. Front National, parti des jeunes, c'est faux? Complètement faux de ce point de vue-là. Simplement, il est inquiétant que les jeunes ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, que les jeunes s'abstiennent à ce point-là. Alors, quand on prend une carte de France et qu'on regarde un petit peu le vote du Front National de dimanche dernier, on s'aperçoit de quoi en priorité? Que là où ils votaient déjà Front National, le score est renforcé, voire a largement augmenté. Oui, tout à fait. Et il y a une géographie du Front National au niveau, je dirais, des régions du département qui est absolument immuable. J'ai commencé mon livre en montrant la répartition des voix du Front National dans 21 élections nationales. Eh bien, ces 21 cartes sont presque pareilles. Et celle de dimanche, je dirais, est encore plus pareille que les autres. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, que là où il était fort, il s'est renforcé et beaucoup. C'est-à-dire que dans le Nord et pas que dans le Sud. Ah, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, c'est le renforcement maximum. Il a gagné 6,5 points sur les départementales. Inversement, là où il était très faible, ou très faible, non, il était faible, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, il n'a rien gagné. Et même chose quand on regarde les grandes agglomérations et leurs périphéries lointaines. La périphérie lointaine a augmenté son vote du Front National. Les grandes métropoles au centre ont à peine bougé. C'est le cas de Paris. Et est-ce qu'il y a des nouveaux territoires? Moi, je prends par exemple deux exemples, parce que Le Monde fait une carte aujourd'hui. Il parle du Tarn, où ils ont augmenté de près de 11 points, notamment dans le Gers. C'est aussi peut-être une surprise, où il augmente aussi de près de 10 points. C'est quand même énorme. Non, mais alors le défaut du... Je ne voudrais pas critiquer à ce point-là mes amis du Monde, mais leur défaut est de prendre comme référence 2010. 2010, c'est un autre monde. On est sous Sarkozy, on est sous d'autres questions. Là, je parle de 2014, et le Tarn n'a pas augmenté depuis... Eux, ils prennent comme référence l'élection présidentielle de Marine Le Pen. Oui, c'est ça, 2012. 2012. Et s'ils prennent 2012, c'est à peu près la même chose. En 2012, Marine Le Pen est à 18,5%. Actuellement, ils sont à 28%. Donc 28% moins 18,5%, c'est 9,5% de plus. Donc là, on fait croire au fond à des hausses locales. C'est des hausses presque générales, à la nuance que j'ai indiquée au début. Ceci dit, le cas du Tarn, enfin le cas de cette région est intéressante, c'est-à-dire c'est la seule région où il n'était pas encore très fort, parmi les régions où il n'était pas très fort, où il a beaucoup monté. Et c'est le cas dans le Gers, un petit peu le Tarn. Le Tarn était déjà à Carmaux, des villes comme ça, c'était déjà un vote assez fort. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ça? C'est difficile à expliquer. Il faut repartir des racines du Front National en 1984, oui, qui est un vote qui est assez comparable au vote Poujadis, en sens c'est un vote de crainte devant la modernité qui brise les liens sociaux. Et certaines régions sont beaucoup plus touchées que d'autres, on peut le montrer assez facilement. Et puis, ça prend la forme de la xénophobie et de la question de la sécurité. Et arrivé en 2002, au moment où Le Pen va accéder au second tour, à ce moment-là, ils s'aperçoivent au Front National des limites de l'exercice et Sarkozy c'est-à-dire qu'il ne gagne rien entre le premier et le second. Il gagne un point entre le premier et le second. Et vous alliez parler de Nicolas Sarkozy, oui? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors Nicolas Sarkozy, en marchant, au fond, change la donne. Il prend à peu près un peu plus de 35% des voix du FN en 2007. Mais le FN qui résiste, c'est un FN des campagnes, pas un FN. Le FN s'effondre dans les villes. Et à partir de là, le FN se reconstruit sur l'idée des exclus, l'idée des marginalisés, de ceux qui sont sans la voix et qui sont, au fond, qui est actuellement
ce qui lui réussit le mieux. Oui, parce que la campagne qu'a fait Marine Le Pen, et ça depuis 2012, c'est cette France des oubliés. C'est quoi la France des oubliés? Alors, la France des oubliés... Parce que ça paraît un grand terme comme cela, mais est-ce qu'on peut mettre des mots derrière cela? Ah oui, moi, disons la carte qu'on a maintenant, j'obtiens la même carte dans mon livre en mettant ensemble là où il y a le plus de sans-diplôme chez les jeunes, là où il y a le plus de chômage chez les jeunes, là où les pauvres ont le niveau de vie le plus faible, là où il y a le plus de familles monoparentales. Autrement dit, il y a une France qui est plus précaire que l'autre. La carte du chômage, c'est la carte du Front National? Non, c'est l'ensemble de ces cartes-là, si vous voulez. C'est pas exactement, il y a des nuances. La carte des familles monoparentales n'est pas exactement, la carte des sans-diplôme est un peu différente. Mais si vous mettez tout ça ensemble, au fond, comme on dit en termes modernes, ça fait système. C'est-à-dire, il y a quand même, j'ai donné une carte d'ensemble de 5 indicateurs, et là, cette carte d'ensemble, c'est la carte du Front National actuel, à l'exception, bien sûr, des grandes agglomérations. C'est la carte régionale, si vous voulez. Très sincèrement, est-ce qu'il vous a surpris le score de dimanche? Non, pas beaucoup. Ce qui m'a surpris, c'est ce qu'on a souligné au début, c'est que ça monte le plus là où c'était fort. Mais disons, le score de dimanche, Marine Le Pen avait gagné, il faut bien le voir, 7 points entre 2012 et 2014. Et en 2015, elle a fait à peu près la même chose. Donc elle était sur une pente, je dirais, positive pour elle, et ça a poursuivi. Mais c'est plutôt le durcissement de sa géographie qui m'a frappé. Vous estimez que les partis républicains ont une part de responsabilité dans le vote de dimanche dernier? Oui, je crois que bien sûr, ils ont une part de responsabilité. Ils n'ont pas suffisamment, à mon avis, saisi à quel point les Français sont sensibles au blocage de leur avenir. Et eux-mêmes, au fond, la majorité, comme l'opposition, c'est des symboles de ce blocage. On voit tout le temps les mêmes, ils se reproduisent. Le système, comme ils appellent au Front National. Voilà, et de ce point de vue-là, c'est un mauvais affichage. Je pense que, par exemple, les questions de cumul, y compris de cumul dans le temps, auraient dû être regardées beaucoup plus sérieusement. Est-ce que vous estimez qu'il serait possible d'envisager dans le futur des alliances, quand on voit la carte de France aujourd'hui, quand on regarde les résultats, des alliances d'un parti de droite avec le Front National? C'est ce qui manque aujourd'hui à Marine Le Pen pour imaginer une victoire en 2017? Oui, c'est ce qu'on a vu en Autriche, c'est l'histoire de l'Allemagne des années 30. Ça me paraît peu probable pour la raison suivante, c'est que je pense que, au fond, la droite a déjà perdu une partie de son électorat, particulièrement dans les dernières années, au profit du Front National. La hausse du Front National est maintenant plus le fait de l'arrivée des électeurs de droite, et du coup, il y a une sélection qui se produit. La droite est plus centriste, si vous voulez, au fond, dans son électorat. Et donc je pense, c'est peut-être optimiste, mais que c'est difficile avec la droite actuelle, pour cette raison-là, de rallier le Front National. En plus de ça, elle risquerait d'être minoritaire, parce que sans le centre, elle est maintenant au-dessous du FN. Merci Hervé Lebras. Je vous rappelle votre livre, Le Pari du Front National, aux éditions Autrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Tam Train de Nuit nous attend, salle des conférences, pour une réaction avec le sénateur Pierre-Yves Collombat. C'est à vous, Tam. Oui, Pierre-Yves Collombat, sénateur du Var, est-ce que vous approuvez le retrait de Christophe Castaner, le candidat socialiste qui a été sommé de se retirer du deuxième tour pour faire barrage au Front National? Drôle de question, je n'ai pas approuvé ou pas approuvé. Christophe Castaner a fait ce qu'il semblait bon de faire. Je ne me permettrai pas de juger. Est-ce que les forces de gauche doivent se retirer dans les endroits où il faut faire barrage au Front National? Je n'ai pas donné, je n'ai pas ni la qualité, ni le pouvoir de donner des consignes aux forces de gauche. C'est à chacun d'apprécier en son âme et conscience, et en fonction surtout de la situation locale, ce qu'il doit faire. Est-ce que vous croyez en la possibilité d'un réveil des abstentionnistes face à la possibilité de plus en plus forte que le Front National l'emporte avec Marion Maréchal Le Pen? Autre drôle de question, si les abstentionnistes devaient se réveiller, je pense que ça fait longtemps qu'ils se seraient réveillés. Alors que faut-il faire pour les réveiller selon vous, Pierre-Yves Collombat? Et qu'est-ce qui explique ce problème qu'il y a eu lors des élections régionales sur l'ensemble de la France? D'abord, on ne réveille pas les électeurs avec un réveil matin, un beau jour, parce qu'il y a un problème, en sonnant le tocsin. C'est une longue politique. Et il faudrait peut-être commencer par se préoccuper de savoir les raisons pour lesquelles on en est là. Pour lesquels il y a tant d'abstentionnistes, parce que c'est le vrai problème. Il y a quand même près de 4% aussi de gens qui ont voté blanc ou nul. Donc ça veut dire qu'il y a 46% seulement des électeurs qui se sont prononcés. Et puis, effectivement, ils votent
Donc pour un parti dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Donc il y a un désaveu pour vous profond des Français vis-à-vis de la politique de façon générale et qui est une responsabilité générale? Oui, vis-à-vis un désaveu des Français vis-à-vis de l'expression politique, des leaders politiques, du système tel qu'il est. Mais ce que je préférerais, c'est que les Français eux-mêmes se prennent en charge. Plutôt que, parce que, bon, c'est effectivement une manifestation de désaveu qui vient de très très loin. Il n'y a qu'à regarder les et tendances. qui concerne aussi bien la gauche que la droite, hein, puisque par exemple lors des dernières élections régionales, il y avait eu encore plus d'abstention au niveau national. Tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est le problème de fond, et en particulier se poser la question pourquoi on en est là. Moi, une de mes analyses, une de mes positions, c'est de dire, mais c'est tout simplement que sur les problèmes essentiels, eh bien, ils font la même politique. Le problème essentiel, c'est quoi? Le problème essentiel, c'est quelle position vis-à-vis de l'Europe? Quelle position vis-à-vis de l'euro? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer à faire une politique qui fait fi du développement économique, de l'investissement, etc. Jusqu'où on va aller comme ça? Juste pour revenir à votre région, est-ce qu'il est pour vous acceptable de laisser la droite et le Front National seuls aux manettes de la région sur les prochaines années? Je crois que l'une des questions de fond, c'était effectivement de savoir est-ce que il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de présence de gauche dans une instance aussi importante que le Conseil régional. Moi, ce que je constate, c'est que déjà dans mon département, le Var, il n'y a plus un représentant de gauche au Conseil départemental. Alors que moi, je ne me suis pas représenté cette fois-ci, mais je veux dire qu'on avait un groupe qui était bien vivant. Mettez mis bout à bout la réforme du mode d'élection, le redécoupage des cantons, plus la politique nationale, et bien vous avez ce résultat, il n'y en a plus un. Et en l'espèce, la politique dite de front républicain, elle a fonctionné, mais dans un seul sens. Merci beaucoup Pierre-Yves Colomba d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. Journée charnière pour les négociateurs de la COP 21. Les ministres des 195 pays doivent impérativement trouver aujourd'hui les compromis nécessaires à un accord sur le climat. Un premier bilan de leurs travaux est attendu en fin de journée. Laurence Tubiana, la négociatrice française, estime que les discussions ont avancé et surtout, on l'écoute. Ça a l'air de marcher très bien. Je pense qu'on va bien sûr retester tout ça ce soir au comité de Paris. Mais il y a une grande confiance dans la présidence française, on le sent. Il faut toujours calmer les inquiétudes de tous pour leur expliquer que le processus va être transparent, donner des garanties, bien expliquer. Mais pour l'instant, c'est très bien parti. Et on retrouve à présent Marie Brémaud, toujours en direct du Grand Palais à l'occasion de la COP 21. C'est à vous Marie. Oui, ici au Grand Palais sont réunis quelques 200 acteurs non étatiques, parmi lesquels des entreprises, des associations, des collectivités ou encore des artistes qui exposent, qui proposent leurs solutions pour un monde post-carbone. Alors c'est une exposition gratuite, ouverte au grand public, afin que tout le monde puisse découvrir les alternatives écologiques. Je vous propose d'écouter Gilles Béraud, c'est le président du comité 21. L'idée de ce lieu, c'est de montrer qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est en train d'émerger, d'en débattre bien sûr, et aussi pour le pousser fortement dans la société, ouvert au grand public, mais aussi évidemment à tous ceux qui prennent des décisions, qu'ils soient élus, entreprises. Et donc on peut découvrir sur 20 000 m² des solutions qui concernent aussi bien l'habitat, la mobilité, le commerce, les loisirs. Enfin, voilà. Et c'est un message qu'on veut envoyer à la fois à la société, c'est possible, mais aussi aux négociateurs pour leur dire regardez la société non étatique, elle est à l'œuvre. On a besoin d'un accord important, évidemment, pour accélérer, mais on est déjà en train de travailler et en plus, on est capable de s'entendre. Parmi les solutions COP21 notamment proposées ici, il y a celle de cette jeune start-up La Gazelle. L'idée, produire des lampes solaires pour remplacer les nombreuses lampes à pétrole en Afrique. Écoutez l'un des cofondateurs, Maxence Chaban. Nos lampes fonctionnent à l'énergie solaire. On recharge sa lampe la journée pour utiliser la lumière le soir, pour travailler, pour étudier,
Pour vivre, tout simplement, pour se déplacer, s'éclairer. On s'adresse et on se positionne sur le marché africain pour le moment et on va s'étendre certainement un peu plus largement dans le futur. Mais pour les 650 millions d'Africains qui vivent hors réseau électrique et qui donc, comme je le disais, s'éclairent avec des lampes à pétrole qui polluent, qui consomment du pétrole ou des lampes à piles. L'objectif de cette start-up, produire localement 1 million de lampes solaires d'ici à 2020 et ainsi économiser quelques 850 000 tonnes de CO2. Alors à côté de ces start-up, il y a de très grandes entreprises comme L'Oréal, Veolia ou Engie qui s'exposent et aux attaques des ONG qui les accusent de greenwashing, de vouloir verdir simplement leur image. Eh bien, elles leur répondent qu'elles sont loin d'être parfaites, mais qu'elles sont ici au Grand Palais pour débattre avec tous et pour construire un monde plus vert. C'est le sens de ce lieu et de cette exposition Delphine. Moi, je vous retrouve demain au Bourget pour faire un point sur les négociations. Merci Marie, on sera donc au rendez-vous demain, 18h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. La stratégie du ni retrait ni fusion maintenue chez les Républicains. Pour l'heure, les ténors du parti font bloc pour défendre la stratégie de Nicolas Sarkozy. Mais jusqu'à quand? Les divergences sont palpables et l'ancien chef de l'État admet qu'il faudra ouvrir le débat sur l'idéologie du parti. À gauche, l'appel à voter pour la droite lancé hier par Manuel Valls fait aussi grincer des dents. Le cas de Jean-Pierre Masré suscite l'embarras. Il a décidé de maintenir sa liste contre l'avis de Solferino. Au Sénat, adoption du projet de loi de finances par les sénateurs. Après l'avoir largement modifié, ils ont voté pour ce texte par 182 voix contre 157. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi dans notre multiplex, nos journalistes en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Et on commence avec Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Vous suivez pour nous, Saveria, les débats et après avoir voté pour le budget 2016, les sénateurs examinent un autre texte sur un sujet tout autre puisqu'il s'agit du journal officiel. Oui Delphine, après presque 150 ans d'existence, précisément 147 ans, les sénateurs ont entériné officiellement la fin du fameux journal officiel sous sa forme papier. Alors le journal officiel, c'est ce journal qui recense tous les actes législatifs et qui leur donne donc une existence officielle. Il est énormément lu, en particulier dans les administrations. Alors le dernier numéro devrait paraître le 31 décembre prochain et ce passage au tout numérique devrait permettre une économie d'1 million d'euros, une économie qui avait été fortement suggérée par la Cour des comptes. Alors Delphine, l'autre particularité de ce texte, c'est que c'est le premier texte dont les articles ont été discutés en commission et non en séance. On doit cette possibilité à la dernière réforme du Sénat qui permet l'examen de certains textes en commission et non plus exclusivement dans l'hémicycle, même si bien sûr les discussions générales et les votes auront toujours lieu en séance. Alors l'objectif, bien sûr, de cette réforme, c'est de moderniser, de simplifier la procédure législative en désengorgeant cette séance. Et je vous rappelle donc, Delphine, l'issue de ce vote. Le Sénat vient d'adopter à l'instant, à l'unanimité, les conclusions de la CMP sur la dématérialisation du journal officiel. Merci beaucoup Saveria. Et puis je vous le disais en titre, le Sénat a également adopté le projet de loi de finances pour 2016. Après l'avoir largement modifié, écoutez les réactions de Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, à l'issue de ce vote. Il était interrogé par Tam Tranui. On n'a aucune vision de l'équilibre budgétaire auquel souhaite arriver le Sénat, parce que supprimer des crédits, d'ailleurs ils l'ont fait probablement parce qu'ils les jugeaient insuffisants. Vous savez que l'article 40 empêche les sénateurs, comme les députés d'ailleurs, d'alourdir les dépenses de l'État. Donc s'ils ont rejeté des missions, des crédits de mission, c'est qu'ils voulaient dépenser plus. Donc je pense que l'équilibre budgétaire n'est que facial. Et évidemment, puisqu'on a supprimé des dizaines de milliards de dépenses, il est quasiment à l'équilibre, ce qui est une vue de l'esprit. Donc c'est pas clair.
Voilà pour cette réaction de Christian Eckert. On passe à présent à notre second débat de Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Débat consacré aux élections régionales avec François Patriat. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Côte d'Or. Merci d'être avec nous, président sortant du Conseil régional de Bourgogne. Face à vous, Alain Joyandet. Bonsoir, sénateur des Républicains de la Haute-Saône en Franche-Comté. Une région où on a vu Sophie Montel, la candidate du Front National, arriver en tête avec 31,48% des voix. Alors, comment analysez-vous cette percée historique du FN dans votre région ? J'analyse justement sur le plan historique, parce que quand on regarde l'histoire, au fond, François Mitterrand arrive au pouvoir, c'est 35 députés du Front National à l'Assemblée nationale, et après le Front National redescend un peu dans ses scores dans les élections suivantes, quand nous revenons au pouvoir. 5 ans de Lionel Jospin, c'est le Front National qui remonte, et au deuxième tour de l'élection présidentielle, la gauche n'est même pas présente au second tour. 4 ans de François Hollande, et voilà à nouveau le Front National au plus haut. Selon vous, les électeurs qui ont voté et le Parti pour socialiste le Front qui est National obligé... l'exécutif et non pas le quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy. Je pense que la politique qui est conduite par le Parti socialiste en permanence nourrit le Front National. D'ailleurs, seul le résultat compte. On voit bien ce qui se passe. À 3 reprises, dans une histoire récente de la République, le Front National se retrouve sur le devant de la scène. Et je pense que le Parti socialiste et la politique conduite par François Hollande et Manuel Valls aujourd'hui amplifie. Il y a un phénomène européen, mais amplifie ce phénomène européen et fait que les Français se réfugient dans les extrêmes. Ouais, François Patriat, on entend Alain Joyandet reprendre effectivement les arguments développés hier, notamment par Nicolas Sarkozy. Ça, c'est les éléments de langage des Républicains. Oui, quand la gauche est au pouvoir... Bon, alors essayons d'être un peu plus objectifs. Non, mais les éléments de langage, moi j'essaye de ne pas les reproduire et je ne suis pas aussi simpliste ni caricatural. Le Front National, il fait dès les années 82-83 à Bourgogne, à Beaune, 15%. Et depuis, inexorablement, 15, 17, 18, 25, 25, et maintenant 30%, inexorablement, l'eau monte. Si l'accélérateur est là aujourd'hui, on va essayer de partager les responsabilités, qui n'en sont pas réellement. Vous en prenez votre part aujourd'hui, François Patriat ? Qui n'en sont pas réellement. Les électeurs qui ont des problématiques différentes. Vous savez, c'est un vote irrationnel et protéiforme. C'est-à-dire que vous avez des riches, des pauvres, des moins pauvres, des classes moyennes qui votent Front National pour des raisons diamétralement opposées. Avec une réponse simpliste qui serait la peur de l'autre, la peur de l'étranger, les impôts et la politique européenne. Avec ça, on ne fait pas une vraie politique. Mais aujourd'hui, nous en sommes là à ce moment, parce que c'est vrai que les électeurs sont sortis ulcérés par la politique de Nicolas Sarkozy, et puis découragés par les résultats de François Hollande. Ce qui fait qu'ils viennent d'avoir une alternance en 2 temps, 5 ans de droite au pouvoir, 4 ans de gauche au pouvoir, où ils n'ont pas les résultats qu'ils attendaient. Mais il n'y a pas une faute, parce que si ça a baissé après 86, c'est parce qu'il n'y avait plus la proportionnelle. C'est tout simplement pour ça. Mais qui a fait la proportionnelle ? Qui a fait la proportionnelle pour faire entrer le Front National ? C'est pas nous. Vous avez proposé que Nicolas Sarkozy vienne pour soutenir François Sauvadet, le candidat UDI, les Républicains, dans cette région. Cette proposition a été refusée. Alors comment l'interprétez-vous ? Je pense qu'on a tout à fait normalement un débat entre les 2 tours, savoir comment on organise la campagne, quelle est la meilleure formule, quelle est la meilleure organisation. Bon, c'est vraiment une question tout à fait anecdotique interne à l'organisation de la campagne en Bourgogne-Franche-Comté. Ce que je veux dire surtout, c'est que quand on regarde les résultats de la Bourgogne-Franche-Comté, on voit bien que ça ne veut pas dire que finalement les électeurs aussi ne veulent pas voir Nicolas Sarkozy sur le terrain. On voit bien que la seule liste qui peut rassembler pour faire obstacle au Front National, c'est la liste qui est conduite par François Sauvadet, puisque nous sommes en tête. Le Parti socialiste a mis une règle. Il retire, paraît-il, les listes qui sont placées en 3e position, là où il y a un danger de Front National. Tout ça, c'est une stratégie politique. Si c'était sincère, la candidate de Bourgogne-Franche-Comté aurait dû se retirer. Or, elle se maintient au risque de faire gagner le Front National. Donc tout ça, ce sont des manœuvres. Donc enlever des candidats dans les grandes régions, avec d'ailleurs le risque qu'il y ait éventuellement des victoires malgré tout. Tout ça dans quel but ? Dans le but de consolider un certain nombre d'autres secteurs. Et évidemment, François Hollande, en faisant ça, à la tête dans les élections de 2017. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, je veux le redire, la seule liste qui porte un vrai projet qui peut faire barrage, c'est la liste qui est conduite par François Sauvadet. François Patriat, pourquoi justement sur la stratégie du Parti socialiste ? Aujourd'hui, répond qu'il était partisan de la visite de Nicolas Sarkozy. Il vient de le dire. Je le dis. Les 10 autres personnes qui étaient à la réunion, d'après ce qu'on m'a dit, 10 ou 15, étaient toutes contre. Pourquoi ? Parce que majoritairement,
la droite de Bourgogne, avec Arnaud Danjean et d'autres, pensaient que la lutte Sarkozy faisait perdre des voix aux Républicains. C'est clair. Ils l'ont dit. Voilà. Comme ça, et je pense que, pour ma part, ils ont raison. On est très loin, on est quand même Alors, sur le maintien de la liste, on est très loin des préoccupations le maintien de la liste socialiste dans cette région. La réponse à votre question. Voilà. Alors, première question. Deuxième réponse. On nous dit aujourd'hui, il aurait fallu que Marie-Guilde Dufay se retire. La gauche aujourd'hui elle est arrivée en troisième position, on le rappelle. Elle demande aujourd'hui à ce qu'elle se retire. Et alors que la gauche, le PS, retire déjà 2 candidats où il y a le feu dans la maison. 3 avec Masseret. Bien. Et dans le même temps, à l'instant, on nous demande de retirer Marie-Guilde Dufay, alors que les Républicains refusent catégoriquement de retirer un candidat qui est à 18%, à Dominique 18%, Régnier. pas à 23%. Dominique Régnier, en Languedoc-Roussillon. Et imaginez où est la cohérence. On nous dit, allez, soyez cohérents, supprimez enlevez Marie-Guilde Dufay, parce que pourquoi ils se maintiennent aujourd'hui? Parce qu'effectivement, François Sauvadet a un point devant Marie-Guilde Dufay, mais les réserves de voix à côté, de gauche, parce que moi j'ai conduit une liste d'union de la gauche, qu'on a fait 37% en premier tour la dernière fois, sont supérieures à celles de François Sauvadet. Si on fait le total des voix potentielles aujourd'hui... 31,5 si on additionne je vous avec parle les en Verts. voix. Oui. Au total des voix, entre les 3 listes aujourd'hui, on est entre 302 000 et 326 000. Tout le monde est à entre 302 et 320 000. Juste un mot. Ça va se jouer à ça. Juste un mot pour bien préciser que je ne demande surtout pas le retrait de Madame Dufay. Je dis juste que la gauche nous amuse en retirant dans certains endroits et pas dans d'autres. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que la liste de François Sauvadet porte un vrai projet pour l'emploi, pour le développement de la région, qui est un changement à 180 degrés par rapport à la politique qui a été conduite par François Patria et par Madame Dufay dans les 2 régions. François Patria, par ailleurs, je respecte en tant qu'homme, et il le sait très bien. Mais la politique socialiste qui a été conduite a conduit à quoi? L'augmentation des frais de fonctionnement, la baisse des investissements, l'augmentation du chômage. Donc on veut changer cela avec François Sauvadet. On veut au contraire orienter toute notre politique vers la relance par l'investissement pour l'emploi, un vrai projet pour que la Bourgogne-Franche-Comté reparte. On sait que chez les centristes aussi, il faut quand même que l'on parte. Jean-Christophe Lagarde, pour l'UDI, s'était opposé à cette stratégie de retrait, finalement. Écoutez, il faut quand même que l'on puisse parler, à quelques jours du 2e tour des élections régionales, de ce qui intéresse nos concitoyens. Le chômage, 40 000 personnes en plus au chômage le mois dernier. L'entrée des jeunes dans le monde du travail. La sécurité dans les lycées. En tous les cas, visiblement, les électeurs ont davantage fait confiance à Sophie Montel pour résoudre ces questions. Enfin, c'est ce qui ressort du Sophie Montel n'a pas de projet pour la région. Donc la question, c'est qui porte un véritable projet. Et je pense que c'est François Sauvadet. Il y a le temps de parler du bilan. Je voudrais vous donner 2 éléments, donnés par la presse plutôt de droite. Capital dit, la région la mieux gérée de France, c'est la région Bourgogne. C'est Capital qui le dit. Vous voyez, la gabegie, le fonctionnement, on est les mieux gérés. Deuxièmement, un autre journal de droite dit, la région qui a tenu tous ses engagements, c'est la région Franche-Comté. Voilà, 2 jugements portés. Donc, j'entends aujourd'hui l'investissement qui baisse, la dette, etc. Tout ça est faux. La région Bourgogne-Franche-Comté, elle est endettée pour 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et les frais de fonctionnement sont parmi les plus bas de France. Donc, sur le bilan, et puis moi, j'entends personne aujourd'hui me dire, hier, j'étais dans une entreprise, du côté de Charolles, voilà, les gens m'ont dit, Monsieur Patria, vous avez eu le souci, pendant ces 12 ans, de l'entreprise. Et on aimerait que votre successeur potentiel, soit autant axé sur l'entreprise. La région n'est pas responsable du chômage, elle est responsable de la formation et pour partie de l'économie. Donc faire croire que le chômage, c'est la région aujourd'hui, restons dans le dossier. Et moi je pense aujourd'hui, je ne dis pas que le projet de François Sauvadet n'est pas structuré ni cohérent. Il est très cohérent. Le projet des Républicains, mais je dis que le projet conduit aujourd'hui par la gauche est un projet qui connaît la réalité, qui sait ce que sont les transports, ce qu'est la formation, ce que sont les lycées, ce qu'est la transition énergétique, et que les propositions qui ont été faites, les 110 propositions, sont François cohérentes. Patria, on se souvient que vous aviez dit également que voter Front National, c'est voter Daesh. Est-ce que vous regrettez ces propos? Non, ce que je regrette, c'est la formulation. Oui. Je reprendrai une qui a été reprise d'ailleurs par quelqu'un qui est candidat en Provence 4 aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, Daesh est le meilleur agent électoral du Front National. Pourquoi? Parce que Daesh souhaite le chaos. Parce qu'ils espèrent qu'avec le Front National, il y aura une radicalisation en France, que les gens musulmans se trouveront marginalisés, qu'ils vont se radicaliser et qu'il y aura demain des salafistes supplémentaires. Donc je ne dis pas que... Je dis simplement, aujourd'hui, quand Madame Marion Maréchal Le Pen dit « Il est vrai que les attentats ont dynamisé notre campagne », elle avoue avec cynisme que les attentats les ont aidés. Oui, juste un mot quand même pour revenir sur cette question du chômage. Moi, je ne dis pas que tout ce que fait la gauche est mal. Je dis juste qu'on va quand même dans la meilleure direction
pour l'économie et pour l'emploi. On voit bien le nombre de chômeurs que nous laisse M. Hollande. Et pour la région, je pense sincèrement qu'un projet régional de lutte contre le chômage est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que dans une région comme la nôtre, avec 200 000 chômeurs, alors qu'au niveau national, il y en a 5 millions, c'est beaucoup plus facile de traiter le cas des 200 000 chômeurs. De mettre l'un en face de l'autre les entreprises qui offrent des emplois, plus de 20 000 en Bourgogne-Franche-Comté, qui ne sont pas fournis, qui ne sont pas pourvus, pardon, et les entreprises qui par ailleurs, sont d'ailleurs demandeuses de développement et demandeuses d'emploi. Le bonheur d'un chef d'entreprise, c'est pas de licencier. Et en tout cas, si on a une chose en commun, c'est le souci des entreprises et du développement de l'emploi. Mais je pense que la droite, permettez-moi de le dire, il réussit un peu mieux que la gauche. Est-ce qu'il faut aussi tendre la main aux personnes qui ont voté pour le Front National au premier tour dans votre région? Bien sûr. Je l'ai toujours dit à chacune des élections, y compris dans la partielle récemment dans le département du Doubs, la partielle législative. Moi, je n'ai jamais montré du doigt ceux qui votent pour le Front National, pas par démagogie, pas pour les récupérer, simplement parce qu'il faut comprendre la tristesse, le désarroi d'un certain nombre de familles dans le monde rural. Les paysans, je pense à toutes ces petites entreprises, 60 000 entreprises en un an ont déposé le bilan, les TPE dont on parle jamais, avec des drames familiaux, des petits patrons qui sont cautions, qui voient leur maison vendue, avec des cas dramatiques dans les familles. Il y a beaucoup de familles françaises qui sont inquiètes pour leur avenir. Il n'y a pas que la question de la sécurité, il y a aussi cet énorme cancer qui est le chômage. Je comprends qu'à un moment donné, ils nous disent, à nous, à vous, à nous, ils nous disent, vous avez été au pouvoir pendant des dizaines d'années, les choses ne cessent de se dégrader. Donc on va essayer, Marine, voilà ce qu'on nous dit. Et je leur dis, faites-nous confiance, parce que les partis véritablement républicains ont les solutions pour nous sortir de là. Alors, il y a deux questions. Première question, je réponds à Léa Joyandet. Aujourd'hui, le chômage. Ben, il donne raison au Front National en disant ça. Parce que quand on voit que le chômage a monté de la même façon sous Nicolas Sarkozy que sous François Hollande, ben voilà, les gens vont voter pour ça. Si on dit ça aujourd'hui, eh bien, on donne raison. Deuxième chose. Pour ce qui est aujourd'hui des électeurs du Front à qui on pourrait tendre la main, il y a deux catégories d'électeurs du Front. Il y a des électeurs du Front qui aujourd'hui ont un vote d'adhésion. Ils sont convaincus, vous ne les changerez pas, cela c'est inutile de leur parler. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui des électeurs qui au premier tour, un vote de colère, un vote de défiance, un vote sanction, un vote punitif, ont voulu voter contre les partis de gouvernement aujourd'hui, et qui au deuxième tour peuvent se dire, bon, maintenant, il y a danger, donc tout va se jouer, si vous voulez, entre la peur et le front, entre la peur demain et le chaos. C'est ça va se jouer entre les deux. Et donc, à cela, on peut parler aujourd'hui. Bon, vous avez manifesté votre mécontentement. Eh bien, maintenant, vous pouvez revenir vers les partis traditionnels. Et tous ceux qui ont boudé les urnes, tous ces abstentionnistes, notamment, eh bien, déçus du hollandisme. On dit ça à chaque fois. L'abstention, elle va peut-être... Un électeur sur deux, quand même. Non, mais oui, mais on sait très bien qu'aux élections régionales, d'abord, on a plus voté qu'en 2010. Oui. Déjà, c'est pas mal. De 4 points. On peut monter encore de 2-3 points. Allons-y. Et puis, on sait bien comment se répartissent les 2-3 points. Il va y avoir une surmobilisation dans les régions où il y aura un grand enjeu. Surmobilisation, sans doute, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et la vôtre, ça ne profitera pas à votre parti, ce sursaut républicain? Il faut dire aussi... Il faut savoir à qui profitera le sursaut. Il peut profiter aux trois, pour trois raisons. Vous savez, il faut dire aussi qu'avoir fixé les élections régionales le 6 et le 13 décembre, au moment des fêtes de fin d'année, on savait depuis très longtemps aussi qu'il y avait la COP 21, mais tout ça n'est pas un hasard. Le Parti socialiste sait organiser les choses pour que tout ça passe inaperçu. Vous ajoutez à cela, hélas, 3 fois hélas, le 13 novembre et ce qui s'est passé dans notre pays, on peut comprendre qu'un certain nombre de Français, même si je les appelle à voter et à participer, parce que la réponse civique, c'est aussi une réponse à apporter à ceux qui voudraient détruire notre République, détruire notre démocratie. Donc je leur dis, faites cet effort, venez voter, parce que c'est aussi une réponse, mais les élections pendant les fêtes de fin d'année, la COP 21, plus les attentats, on peut comprendre que cette élection régionale ne soit pas au centre des préoccupations et je le regrette. Merci à tous les deux pour ce débat. On va continuer d'ailleurs à parler des élections régionales et de cette stratégie de l'entre-deux tours avec Michel Grossior qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir, dans un instant, Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat en partenariat avec l'AFP. Je disais 3 invités exceptionnels ce soir, Michel. Oui, pour un débat évidemment sur l'entre-deux tours des régionales avec 2 sénateurs, Philippe Dallier pour les Républicains, Jean-Pierre Sueur pour le Parti Socialiste, et c'est Gilbert Collard qui représentera tout à l'heure, dans quelques minutes maintenant, le Front National.
Si, tout à fait. Tout à Les fait. questions, en tous les cas, les questions demeurent dans cette émission qui garde son découpage habituel. Avec la première question, comment contrer le Front National? Nous en débattrons avec nos invités. Deuxième question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis troisième question, avec donc l'émergence de 3 blocs politiques d'égal poids, on le voit. Est-ce qu'il y aura demain éventuellement une refondation politique? Voilà les questions que nous poserons à nos 3 invités. Merci beaucoup, Michel. De très haut niveau, vous nous invitez tous les deux Voilà. et comme ça, il y a pas de- Merci Alain Joyandet, merci François Patria. Mes invités exceptionnels ce soir. Avant de vous quitter, retour sur les temps forts de l'examen et du vote du projet de loi de finances 2016. Bonne soirée à tous. Pour que la croissance redémarre vraiment, pour réduire les déficits, pour réduire l'endettement, nous devons accélérer les réformes. Cela impose que les prélèvements obligatoires pèsent moins sur les entreprises et les ménages et que les dépenses publiques amorcent une véritable réduction. Le Sénat a ainsi allégé la fiscalité de 1,750 milliard d'euros en faveur des ménages, des familles, de l'investissement et de la croissance pour 2016. Pour les ménages, nous avons ainsi réduit l'impôt sur le revenu au bénéfice de 5 millions de contribuables ayant supporté les plus fortes hausses d'impôts ces 3 dernières années. Et ce ne sont pas, Monsieur le Ministre, les plus aisés, ou alors cette catégorie est très large. Nous avons également souhaité donner un signal positif aux familles par le relèvement du plafond du quotient familial. Pour favoriser l'investissement des entreprises, nous avons prolongé jusqu'à la fin de l'année 2016 le dispositif de suramortissement Macron, mesure qui est désormais, semble-t-il, envisagée par le gouvernement lui-même. Je vous invite, mes chers collègues, à voter ce projet de loi de finances pour 2016 tel que modifié par les votes de notre Assemblée. J'ai dit à l'issue de la première partie combien les principaux votes de la majorité sénatoriale étaient éloignés de l'idée que je me fais d'une fiscalité redistributive et progressive. Je n'approuve pas plus les amendements adoptés en deuxième partie sur les crédits d'émission ou le rejet de certaines autres. Car je considère que ce gouvernement réalise des économies d'une ampleur sans précédent qui permettent de tenir nos engagements devant les Européens et donc d'assurer la stabilité de la zone euro, tout en préservant les services publics et les moyens de l'action des services de l'État dans les territoires. Les économies de la majorité sénatoriale, pardon de le dire ainsi, ne m'ont semblé ni réalistes ni adaptées aux besoins du pays. C'est pourquoi je voterai, vous le comprendrez, contre le projet de loi de finances pour 2016 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. Le gouvernement nous a annoncé d'emblée que la fiscalité écologique, pour laquelle la France accuse un sérieux retard, ne serait pas traitée dans le budget, mais dans le PLFR. Il s'agit, à mon sens, d'un détournement de nos procédures budgétaires, Monsieur le Ministre, et ce est d'autant plus scandaleux qu'il est récurrent. J'ai l'impression qu'au cours de l'examen de ce budget, nous sommes passés du vide au bide. Du vide d'un budget déshabillé d'une réelle substance en matière écologique, au bide d'un budget à présent troué de part en part par la suppression en cascade de nombre de ses missions. Vous le comprendrez donc, les écologistes voteront donc contre ce projet de loi de finances auquel l'absence de trop nombreux crédits a fait perdre son crédit. À l'heure de voter le budget de la France, la seule question qui vaille est: ce budget est-il au service de la France et des Français? Ou plus exactement, est-il avant tout au service de la France et des Français? Malheureusement, la réponse est évidemment non. Alors certes, on peut noter une amélioration du budget dévolu aux missions sécurité et défense, mais d'une part, cela est trop faible, et d'autre part, ça n'est juste qu'une pause dans la stratégie de déconstruction de notre appareil sécuritaire, entamée depuis des décennies et amplifiée par M. Sarkozy avec sa RGPP. La sécurité chez M. Sarkozy est très shakespearienne, beaucoup de bruit pour rien. Et que les choses soient claires, les succès de l'islamisme radical sur notre sol sont également dus au laxisme de la classe politique et au pouvoir depuis des années, mais aussi à la diminution drastique des budgets. Ce qui est plus grave, c'est que les causes de ces choix sont également extérieures à la France et sont le fait de machins extra-étatiques, fruit de la trahison des élites qui ont vendu la souveraineté de notre pays, notamment à cette funeste Union européenne. Nous proposons un budget avant tout au service de la France et des Français avant tout, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, et donc nous ne le voterons pas. Mes chers collègues, l'adoption de plusieurs de nos amendements les plus significatifs, dont nous espérons que l'Assemblée saura les conserver, ne nous suffira pas pour approuver le projet de loi de finances issu des travaux du Sénat. Près du tiers des missions de la seconde partie n'a pas été adopté.
alors que ce sont les missions essentielles pour le pays: agriculture, politique d'immigration et asile, culture, écologie, santé, logement, politique des territoires, médias et presse et gestion des ressources humaines. Comment approuver un budget ainsi amputé? Si, et c'est vrai, il y a eu de réels apports, force est de constater que l'attitude constructive n'est pas parvenue jusqu'à la proposition d'un budget alternatif sur lequel nous aurions pu réellement nous prononcer. Or, notre groupe, réfractaire aux postures par trop partisanes, ne peut que regretter ce résultat final. En conséquence, la grande majorité de notre groupe, à l'exception de notre collègue Gilbert Barbier, s'opposera à la copie du projet de loi de finances élaboré par la majorité sénatoriale. La majorité sénatoriale a une autre vision des choses et elle l'a de nouveau traduite dans ce PLF en cherchant aussi à soulager le fardeau fiscal des classes moyennes et des familles. Nous avons aussi pensé aux agriculteurs qui souffrent en silence mais dont la colère gronde. Et nous nous réjouissons de voir le gouvernement, dans le PLFR, que nous discuterons en fin de semaine, reprendre quasiment toutes nos propositions. Quant aux entreprises, votre budget 2016 revenait malheureusement sur la promesse de réduction des charges liées à la montée en puissance du pacte de responsabilité. La majorité sénatoriale vous a aidé à tenir vos promesses en faisant sauter le décalage au 1er avril pour ramener au 1er janvier la nouvelle phase de baisse des charges. Mais pour aller plus loin, il faudrait bien sûr faire des économies sur les dépenses, ce que vous n'osez manifestement pas faire. En tous les cas, dans les proportions qui nous permettraient de redonner de l'air à notre économie et de réduire le déficit public. Votre budget n'envisageait qu'une réduction de 1 milliard du déficit du budget de l'État. Un petit milliard, mes chers collègues. 1 milliard seulement, alors que vous amputiez, une fois encore, les dotations aux collectivités locales de 3,6 milliards. Alors même que nous constatons la chute de l'investissement public que vous avez nié jusqu'alors. Quant aux hausses d'impôts locaux qui en découleront également, vous êtes trop heureux d'en repasser le mistigris aux élus locaux. Le Sénat, heureusement, a su corriger le tir. Nous avons été également amenés à repousser les crédits d'un certain nombre de missions. Non pas, contrairement à ce que vous nous avez répété, Monsieur le Ministre, parce que nous voudrions dépenser plus, mais parce que leurs crédits sont souvent manifestement sous-estimés. Et je prendrai l'exemple de la mission Égalité des territoires et logement, que je connais le mieux, sur laquelle il manque manifestement 300 à 400 millions d'euros, excusez-moi du peu. Le Parlement n'ayant pas le pouvoir d'augmenter les crédits, nous ne pouvons donc que les repousser pour manifester notre désaccord sur ces budgets en trompe-l'œil qui vous conduiront nécessairement en cours d'année, comme ça a été le cas en 2015, à réajuster les choses à coups de rabot ou alors à creuser le déficit. Votre budget 2016 n'était pas un bon budget. Le Sénat aura fait ce qu'il a pu pour l'améliorer et le groupe Les Républicains le votera donc ainsi modifié. Le Premier ministre disait « sans croissance, pas de confiance » et « sans confiance, pas de croissance ». Où sont les réalisations de ce Premier ministre qui disait il n'y a pas 2 ans, là je cite encore, « Nous avons besoin de nos entreprises, de toutes nos entreprises, de nos PME, de nos start-up, de nos artisans ». En tout cas, elles ne sont pas dans ce projet de loi de finances. La majorité sénatoriale a ainsi dû relever la lourde tâche de donner à ce projet de loi de finances inerte le souffle qui lui manquait. Nous avons tâché de produire un texte assez significatif pour envoyer un message d'espoir à nos concitoyens, pour leur dire « cette politique, la politique du gouvernement n'est pas une fatalité. Un avenir différent est possible ». Pour ce faire, la majorité sénatoriale a investi plus de 4 milliards d'euros dans les attentes des Français. Les sénateurs de notre groupe voteront en faveur du projet de loi de finances pour 2016 tel qu'il a été travaillé et tel qu'il a été réécrit par le Sénat. Nous avons une préoccupation partagée, Monsieur le rapporteur général, c'est la protection des intérêts financiers de l'État et l'assainissement de nos finances publiques. Mais soyons sérieux, Monsieur le rapporteur général. Vous nous reprocheriez un défaut de choix. Mais dans les postes de fonctionnaires que vous voulez supprimer, avez-vous dit lesquels vous vouliez supprimer? Serait-ce des policiers, des gendarmes, des soignants? Serait-ce des forces de sécurité? Serait-ce des militaires de nos armées? Vous citez des chiffres, vous manipulez des masses.
parfois des pourcentages. Vous demandez à supprimer 1,4% des personnels des opérateurs publics. Est-ce que vous voulez supprimer des gens dans les universités? Est-ce que vous voulez vous attaquer aux agents de Pôle emploi? Vous ne le dites pas. Vous vous contentez d'aligner des chiffres de prétendues économies sans en donner ni le détail ni les moyens. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. Tout de suite, preuve par 3 spéciale élection régionale. Ce soir à 22 h, on va plus loin avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.